Et bonsoir et bienvenue à tous sur, sur la 26e édition du Totem Talk Show. J'espère que vous êtes contents d'être là ce soir. Bienvenue à ceux qui nous découvrent pour la première fois, étant donné qu'on est un petit peu plus nombreux que d'habitude. Donc pour faire ce talk, je m'excuse par avance, il se peut qu'il y ait des décos, donc n'hésitez pas à actualiser la page si c'est le cas. Pour faire ce talk avec moi, je suis avec Zempe. Salut Zempe. Salut tout le monde. Pour faire ce talk, je suis aussi avec FX. Salut FX. Salut Julien, bonsoir à tous. Je suis avec René. Salut René. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis aussi avec Najet Rami. Salut Najet. Bonsoir à tous. Et enfin, nous sommes avec le consultant de Canal+, Pierre Ménès, que vous devez sûrement connaître. Salut Pierre. Bonsoir à tous. Voilà, donc je vais vous présenter tout simplement le petit sommaire qu'on vous a concocté pour ce soir. Donc dans un premier temps, le débrief classique de Rennes-OM. Vous avez l'habitude pour certains, donc on va revenir sur la tactique mise en place. Est-ce que l'OM a réussi sa rentrée en Ligue 1 ? La partie 2, on va faire un petit focus sur certains joueurs, voir qu'est-ce qu'ils ont fait de pas mal, ce qu'ils auraient pu améliorer. Un petit détour sur le mercato, parce qu'il y a eu quelques rumeurs mercato ces derniers temps. On va faire le point dessus, il y a certaines rumeurs qui sont un peu invraisemblables, on y reviendra. Partie 4, on fera l'avant-match OM Strasbourg qui a lieu donc demain soir. Et partie 5, il y aura donc, je pense que vous l'avez tous, l'interview de Pierre Ménès qui se livrera, qui se prêtera au jeu de répondre à nos questions. Et enfin, vos questions et réponses en toute fin du talk. Donc pour commencer, on part tout de suite sur la première partie, à savoir le débrief de Rennes-OM. Donc je vais te lancer dedans Pierre tout de suite puisque tu es l'invité. Je vais poser la question traditionnelle. À quoi tu t'attendais avant même que le match ait lieu ? Est-ce que tu pensais que ça allait être un match compliqué pour l'OM étant donné les antécédents cette saison ? Non, pas du tout. Je m'attendais à une nette victoire de l'OM et j'ai pas été déçu parce que j'ai vu les deux derniers Rennes-PSG et je pensais que Rennes n'avait aucune qualité pour gêner l'OM. C'est une équipe assez joueuse qui manque totalement d'agressivité. Donc pour des équipes qui ont un bon niveau technique comme le PSG ou l'OM, bah, c'est du sucre, quoi. Donc même si Rennes a eu deux belles occasions en première période, la domination de l'OM sur l'ensemble du match a été totale et la large victoire totalement méritée. Ouais, Najat, je vais te poser la même question parce que tu es la deuxième invitée. Vas-y. Non, moi je m'attendais pas à un match compliqué. Rennes, franchement, je me demande encore. Bon, ils n'avaient pas la même équipe, mais comment ils ont pu nous terrasser comme ça à domicile au match aller. Mais honnêtement, voilà, on les a pas vus. Alors, ils ont eu quelques occasions en première mi-temps. Où Mandanda sort quand même de gros arrêts avec Sakai aussi, qui sort le ballon sur la ligne. Mais franchement, voilà, j'avais un petit peu des interrogations parce qu'Amavi n'était pas là, donc le fait de mettre Sakai du coup à sa place et Bounassar de l'autre côté. Mais finalement, ça s'est super bien passé et franchement, c'est un des matchs voire le plus maîtrisé depuis le début de saison. Voilà. Ouais. On fera, je pense que beaucoup feront ce constat. Déjà, est-ce que, avant de poser la question à mes consultants, est-ce que il y en a un de vous qui a un avis contraire à ça ? Est-ce qu'il y en a un qui s'attendait à un match compliqué, tout simplement ? Moi, oui. Vas-y, un match très compliqué, non, mais j'étais méfiant parce que Rennes nous a tenu en échec 2 fois cette saison, parce qu'on était à l'extérieur, parce qu'Amavi n'était pas là, que je doutais un peu de la forme de certains joueurs qui allaient revenir. Donc je m'attendais à un résultat, oui, mais à un match plus laborieux que ça. Et je me suis dit que l'OM devait être conquérant et solide pour aller chercher une victoire sur la terre bretonne. Mais voilà, pour moi, c'était pas acquis, c'était pas aussi facile que ce que j'ai pu entendre. Il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que Kazri s'est blessé très très vite et que Kazri c'est un joueur clé dans le système, le pauvre système offensif rennais, et que le fait qu'il ne pouvait pas jouer parce que dès qu'il y avait un contact, il avait mal à la plèvre, et qu'après il est sorti, ça a évidemment encore plus plombé le jeu rennais, vu qu'en plus il a été remplacé par un fantôme. Donc ouais, ça on avait fait je pense que chez moi j'avais fait aussi le même constat. Toi FX, est-ce que tu tiens encore avec tout ça ? Est-ce que tu as un avis différent ? Moi, je rejoins un petit peu l'avis de Zempe en fin de compte, parce que Marseille, c'est quand même toujours un petit peu l'inconnu malgré tout, parce qu'on n'est quand même pas régulier dans les prestations. Des fois, on balbutie, des fois, on est super convaincant.
Donc franchement, je savais pas du tout dans quel état on allait être. Il y avait la préparation physique qui s'était ressentie contre Valenciennes, où c'était un OM à visage pâle. Donc non, j'avais une petite inconnue. J'ai espéré aller décrocher à mon petit résultat, mais je pensais pas qu'on aurait pu dérouler. Ok. Bah, Et puis Rennes avait joué en semaine aussi. Hein. Aussi. En Et plus. Et ça s'est première senti fois, en première mi-temps. Ouais. C'était la première fois que l'OM, une des premières fois que l'OM cette saison n'avait pas, n'avait pas joué en semaine et était plutôt dans le cas inverse. C'est vrai, il faut aussi le souligner. René, je vais pas te relancer la même question parce que je pense que tu auras l'avis d'à peu près tout le monde. Mais par J'étais contre, plutôt d'accord avec Zempe. Si j'avais Voilà. dû donner mon avis, c'était plutôt OK avec Zempe, surtout après l'absence d'Amavi. Retour d'une longue période d'arrêt malgré la coupe. Le match contre Valenciennes n'avait pas non plus apporté grand chose comme élément. Donc j'étais plutôt comme Zempe, j'espérais, mais j'étais pas serein à 100%. on va rentrer dans le vif du sujet. René, comme ça je te lance direct dessus. Rudy Garcia fait on peut voir quand même qu'il commence à faire ses choix, notamment à certains postes. Qu'est-ce que tu penses, on va dire, de la confirmation de Germain devant, et qu'est-ce que tu as pensé tout simplement de l'animation offensive qu'on reprochait souvent à l'OM cette saison lors du premier disons que Germain revient aux affaires quand même, donc je pense que c'est un choix qui s'impose de lui-même. On a la chance d'avoir 3 attaquants. Bah voilà, on prend celui qui tourne le mieux pour l'instant. Germain reprend des couleurs, reprend un peu du poil de la bête, donc bah, c'est tant mieux pour nous. On a pu remarquer que Payet a quand même fait un match plus constant et plus haut en qualité que ces dernières semaines. Donc bah, d'office, ça nous facilite la tâche. Comme on a déjà pu le dire, Thauvin, il est très bon comme d'habitude, malgré du déchet quand même. Mais bon, il propose beaucoup, donc il y a beaucoup de déchets, ça c'est plutôt normal. Donc, globalement, plutôt content de l'animation offensive. Je posais la question à Najette. Quand on avait vu peut-être le match de Valenciennes un peu plus tôt la semaine passée, est-ce que tu pensais que l'OM allait être sur les dents dès les premières minutes de jeu, c'est-à-dire un pressing intelligent à plusieurs, de la vivacité vers l'avant, beaucoup d'efforts à répétition? Est-ce que tu pensais que ça pouvait se produire? Moi déjà, à aucun moment quand je pensais au match de Rennes, j'ai fait le lien avec le match contre Valenciennes. C'est pas du tout la même chose. Premier match de l'année après la trêve, le vieux match de coupe contre une équipe a priori non, qui est inférieure. Voilà, c'est bien un match où je savais qu'on n'allait pas se balader. C'est bien contre Valenciennes en coupe, parce que 32e de coupe. Après Rennes, honnêtement, tu regardes leur défense, tu regardes leur milieu de terrain. Et comme disait Pierre, le fait que Cazerie sorte très tôt, franchement, j'avais aucune inquiétude. Après, moi, ce que j'ai envie de souligner, c'est le milieu de terrain. Donc, j'ai bien aimé la compo avec le fait de mettre Sanson à côté de Gustavo. Pour moi, c'est la touche technique en plus. On a beau louer les qualités de Zambo, et il en a. Et de toute façon, faut dire ce qui est. C'est Gustavo, tu peux mettre qui tu veux à côté. Je le dis, je le redis, il rend les gens meilleurs. Mais pour moi, Sanson, c'était la touche technique. Et on a senti de suite, avec le pressing haut, les passes vers l'avant, c'était beaucoup plus technique, ça tournait très bien. Voilà. Et puis Germain devant, qui marque. Voilà, c'est. Voilà, moi, à aucun moment, j'ai eu des inquiétudes sur ce match-là. Vas-y, FX, je crois que tu voulais réagir là-dessus. Ouais, il y avait quand même une différence notable par rapport au match de Valenciennes. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller au match. Et c'était le jeu sans ballon, hein, les appels de balles, les animations, les mouvements. Exactement. Mais Sanson, tu le vois sur le deuxième but d'ailleurs. Tout à fait, ouais. Toutes les actions étaient accompagnées. Voilà, il y avait très très peu de joueurs statiques lors de la première période, et ça a apporté une fluidité dans l'animation offensive qui fait du bien, parce qu'on en a quand même manqué cruellement depuis le début de la saison. Donc je boude pas mon plaisir par rapport à ça. Mais voilà, l'attitude du jeu sans ballon, c'est quelque chose auquel je prête beaucoup d'importance. Ce que fait Garcia depuis le début, de toute façon, ça il faut le noter, c'est vraiment très bon. Parce que moi-même, je l'ai critiqué à plusieurs reprises, et parce que tout n'est pas parfait, tout n'était pas parfait sur les derniers matchs au niveau du jeu, mais sa gestion du groupe. Et pourtant, on a vu une phase de poule qui était catastrophique, parce que justement dû aussi au fait d'avoir tourné aussi souvent. Mais au final, les résultats, quand même, ils sont là. Et quand même, je trouve qu'il fait en sorte de concerner tout le monde. Moi, vraiment, je l'applaudis.
Est-ce que toi, Pierre, tu peux faire ce même constat qu'ils viennent de faire, c'est-à-dire Garcia plutôt dans une gestion intelligente depuis le début de saison, et surtout est-ce que tu confirmes ce milieu de terrain Gustavo Sanson ou tu veux voir autre chose? Non, mais bon, il faut revenir au match aller et à la défaite contre Rennes. C'est derrière ce match que Rudy a fait jouer Zambo Anguissa avec Luis Gustavo, parce que l'équipe avait besoin de se solidifier défensivement, parce que l'équipe n'était pas en confiance. À partir du moment où l'équipe a de bons résultats, comme c'est le cas depuis des mois, et que l'équipe est plus en confiance, c'est sûr que l'apport technique et offensif de Sanson est un plus par rapport à Anguissa, qui est vraiment un joueur défensif et travailleur. Mais c'est très très bien d'avoir deux options de ce genre-là. Et même si Marseille avait des matchs de haut niveau à jouer, c'est-à-dire quand ils joueront Monaco, Paris et Lyon, ils pourront peut-être très bien jouer les trois ensemble au milieu. Ouais. Est-ce que très bonne remarque sur l'intronisation de Zambo qui est venu après le match de Rennes au match aller, parce que l'OM s'est remis à gagner des duels grâce à sa présence. À partir du moment où tu gagnes des duels, tu deviens plus fort dans l'impact physique, tu reprends confiance, et derrière effectivement tu peux, quand l'équipe est en confiance, tu peux te repermettre une meilleure animation offensive. Je laisse la parole à ZMP. Ça c'est un peu ce qu'on avait dit quand on était passé au 4-2-3-1. D'ailleurs, on n'a jamais exclu d'un jour revenir au 4-3-3 une fois que l'équipe marchait un peu à ce niveau-là. Moi, ce que je retiens de ce match, c'est le pressing haut, les ambitions offensives. Sanson qui aide à la projection rapide vers l'avant. Il a souvent joué à une ou deux touches de balle. Et surtout la belle relation au milieu entre les trois, Sanson, Payet, Gustavo, parce qu'ils ont multiplié les permutations. Quand Payet redescendait chercher le ballon, Sanson pouvait monter directement plus haut. Et je trouve qu'il y a une belle entente entre les trois, donc ça peut être intéressant d'installer vraiment Sanson à ce poste-là. Vous savez, pour moi, je l'ai toujours demandé, c'est là où il est le meilleur. Donc il y a quelque chose à faire là-dessus. Mais je ne sais pas qui disait tout à l'heure que Payet avait fait un meilleur match que ces dernières semaines, ce qui est tout à fait exact. Mais Payet, il a joué peut-être un peu plus milieu que lors de ses dernières sorties, où il était, pour moi, positionné un petit peu trop haut, parce que plus tu joues haut sur le terrain, plus tu as besoin d'être prompt et juste, prompt physiquement, vite, et d'être juste techniquement. Là, en reculant un peu sur le terrain, il peut participer au jeu, sa qualité de passe, elle est plus approuvée, et puis il a un peu plus de temps pour s'organiser, et je pense que c'est bien pour l'OM, et que c'est bien aussi pour lui, pour retrouver un meilleur niveau. Il a moins dézonné, oui. C'est un bon constat que tu fais, Pierre. Est-ce que René, toi, quand tu parlais de Payet, tu fais ce même constat? J'en ai profité, je fais une petite aparté pour afficher les statistiques de la rencontre. Donc tout ne se basera pas sur les statistiques, mais ça peut expliquer certaines choses. On voit quand même que l'OM a gagné plus de duels que Rennes. 71 duels gagnés, c'est quand même énorme pour un match. Est-ce que tu penses tout simplement, pour revenir à la question de base, René, que l'OM a réussi sa rentrée et a fait un match plein? Ah bah 100%. C'est un des meilleurs matchs qu'on a pu voir depuis le début de la saison. Un match abouti, une première mi-temps, il n'y a pas eu beaucoup de déchets. Il y a eu 2 occasions un peu chaudes pour Rennes, il me semble. On en avait parlé. Mais à côté de ça, on a fait une première mi-temps de très très belle facture. Après, c'est vrai que la deuxième mi-temps, du coup que le score était, je vais dire, aux 3/4 acquis, c'était un peu plus peut-être poussif. On attendait un peu plus Rennes, ce qui est à mon sens normal. Donc la deuxième mi-temps était un petit peu moins excitante, mais malgré tout, quand même rondement menée. Donc ouais, non, pour moi c'est clairement, je dirais pas le match référence, parce que j'ai peut-être pas une aussi bonne mémoire que vous, donc il y a peut-être d'autres matchs qui le furent aussi au début de saison, mais c'est un des matchs les plus aboutis de l'OM cette saison, effectivement. Le point noir. Maintenant, Rennes pour être bon, c'est pratique. Hein. Si vous avez vu le match de Coupe de France entre Rennes et le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain s'est trimballé comme ils ne se sont quasiment jamais trimballés cette saison. Et c'est le même adversaire. Je pense que le manque d'agressivité épouvantable de cette équipe aide beaucoup aussi, surtout quand tu as une équipe, je le répète encore une fois, de bon niveau technique. Ouais, mais Rennes est démissionnaire dans les duels. En première mi-temps, j'ai trouvé ça catastrophique. Il faut admettre que Rennes a aussi sorti un très mauvais match. Nous avons sorti également un très bon match. Mais voilà, l'opposition était indigne. Parce que c'est une équipe qui essaie de recoller le haut de tableau, ça ne sera pas possible pour eux. Après, là où moi je suis
pas forcément d'accord. Enfin, je suis d'accord avec vous, c'est un constat, mais le truc c'est que il faut aussi se dire que nous, on l'a dit dans les précédents talks, l'OM est capable de se rendre tout seul les matchs difficiles. Donc le principal adversaire, souvent dans ce genre de match, on va dire entre guillemets piège, c'est souvent nous-mêmes. C'est notre capacité à bien utiliser, exploiter le ballon. Donc tout simplement, je trouve qu'on n'a pas fait de fausses notes. Et cette saison, on devrait multiplier ce genre de prestations, puisqu'on en est capable et qu'on a des arguments pour. Après, je sais pas si vous êtes le premier quart d'heure n'était pas si facile que ça, c'était quand même assez laborieux, il y avait pas mal d'erreurs techniques des deux côtés. Ça nous a fourni quelques actions chaudes, mais par exemple, moi je trouve que l'OM a activé la seconde après le pénalty manqué, mais on est bien aidé par le sauvetage de Sakai sur la ligne, parce que s'ils ouvrent le score, s'ils égalisent à ce moment-là, je pense que c'est pas le même match aussi. Hein. Ça ne tient pas forcément à grand-chose non plus. Après, est-ce que je vais relancer, parce qu'on a zappé quelque chose qui était quand même essentiel, est-ce que toi, Najed, tu as vu aussi cette différence entre les deux mi-temps qui n'était pas, comment dire, la première mi-temps était de très haute volée, mais quand même la deuxième mi-temps, il y avait un peu plus de gestion, mais toujours bien exécuté. Est-ce que tu fais ce même constat ou tu penses un peu différemment? Déjà la première mi-temps, pas entièrement, parce que c'est vrai que le premier quart d'heure, là où Rennes a ses actions, j'ai pas trouvé qu'on était exceptionnel. Après, on est monté en puissance. Le milieu de terrain, on les a mangés, hein, Léa, Silky et André. Enfin, ils se sont fait manger par Gustavo et Sanson. Mais collectivement, en fait, j'ai trouvé que tout le monde faisait le boulot défensif, même Payet, qui généralement en fait peut-être le moins comparé aux autres joueurs offensifs de l'équipe. Donc, c'était vraiment, pour moi, c'était le collectif qui a attaqué ensemble et défendu ensemble. Après, la deuxième mi-temps, forcément, hein, quand tu mènes au score, tu sens que l'adversaire, à aucun moment, il t'inquiète. Et en plus, avec la sortie de Kazri, tu ne vas pas forcément peut-être faire la même mi-temps que... Avec un match à venir mardi, en plus. En plus, voilà, tu gères aussi tes efforts. Garcia l'a très bien compris. De suite, il fait également des changements. C'est pour ça que je dis, je trouve vraiment que ce qu'il fait, c'est bien de pouvoir faire tourner comme ça. Voilà, c'est de faire reposer aussi des joueurs en vue du match de mardi, qui sera aussi très important. Je peux me permettre d'intervenir. Vas-y René. Najed met vraiment le doigt sur un truc super important concernant Payet. Et on a déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, c'est que voilà, là où on l'attendait, c'est-à-dire des gestes techniques et offensifs très forts, il arrive à pallier ce manque, si on peut dire un manque à ce moment-là de la saison, par un travail collectif beaucoup plus important. Il est beaucoup plus utile défensivement qu'il n'aurait pu l'être s'il avait apporté toute sa technique offensive, et ça c'est quand même pas négligeable. On voit vraiment qu'un Payet qui est complet, qui revient défensivement, c'est quand même super utile pour toute l'équipe. Justement, on va essayer de rentrer, en passant la partie 2, dans les cas particuliers. Juste avant, je vous affiche à l'écran, il va y avoir un petit délai, mais le classement, puisqu'au final, il faut se le rappeler, c'est l'OM qui fait quand même la bonne opération ce week-end, donc je parle pas du PSG, puisqu'évidemment, dans notre course, on va dire, à l'Europe, on ne compte pas sur la première place, mais on fait la bonne opération parce que l'AS Monaco, je vous rappelle, a été tenu en échec contre Montpellier, et l'Olympique Lyonnais a fait match nul aussi contre Angers, il me semble. Non, pas Angers. Si, Angers. Angers, ouais, je me trompe pas, voilà. Donc dans tous les cas, on fait la bonne opération. J'ai juste une petite question pour toi, Pierre. Est-ce que tu penses que cet OM-là est capable d'aller grappiller cette deuxième place, cette troisième place, en voyant un AS Monaco un peu moins fort et un Olympique Lyonnais qui parfois a des manques? L'Olympique Lyonnais, ils ont surtout raté complètement leur première période contre Angers. Le marquage individuel de Santa Maria sur Fekir leur a posé des gros problèmes, et puis il a réussi à s'en sortir pour égaliser en seconde période. Moi, c'est plutôt Monaco qui m'inquiète. Alors, surtout Monaco sans Falcao, parce que Monaco sans Falcao, on voit qu'il ne marque pas de but. Puis bon, il y a trop de problèmes dans cette équipe de Monaco qui a trop vendu. Là, on sent bien que si Lemar et Fabinho partent pas dans ce mercato hivernal, ils partiront au prochain. Donc on peut penser, en plus vu la situation au classement, l'élimination en Ligue des Champions, qu'ils n'ont plus la même motivation, même si Lemar doit être performant pour aller à la Coupe du Monde. Donc oui, dans ce contexte, Marseille a ses chances. Marseille, ils ont une énorme qualité dans un championnat, c'est qu'ils sont
toujours bons contre des équipes plus faibles qu'eux. Et comme des équipes plus faibles qu'eux, on peut supposer qu'il y en a 16, bah, ils prennent beaucoup de points. Voilà, quand Marseille reçoit Caen, ils en mettent 5. Et ce qui n'est pas toujours le cas des autres. Ouais, si tu penses que c'est le fait qu'on soit performant contre des équipes sur le papier plus faibles qui peut être à notre avantage au final. Et oui, hein, Arsène Wenger dit souvent que les championnats se gagnent contre les petites équipes. Puisqu'on peut supposer que les résultats entre les grands clubs s'annulent. D'ailleurs, si on voit sur les matchs allés, contre Paris, Monaco a pris 0 points, Lyon a pris 0 points et Marseille en a pris 1. Donc c'est pas là que la différence se fait, c'est donc dans les autres matchs que la différence va se faire. Okay. Si je peux rassurer mon monde, pour tenir cette thèse, City avait été champion d'Angleterre exactement comme ça. Avait loupé tous ses matchs contre les Big Four, Big Five, mais par contre ils avaient terrassé tous les petits et ça leur a permis d'être champion. Alors cette année, ils mettent des branlés à tout le monde. Ouais, après, c'est la différence. Sauf que bon, City, c'est pareil pour moi, c'est un club qui commence à prendre de l'ampleur puisqu'ils achètent forcément tous les meilleurs joueurs. Après, on y reviendra. Et croyez-moi, avec City, c'est pas fini. Hein. Oui. Parce qu'ils sont en train de monter une holding partout dans le monde avec des clubs filiales partout dans le monde, ce qui fait que si demain ils sont bloqués par le fair play financier, ils peuvent acheter Cristiano Ronaldo avec le club de Sydney et le prêter à Manchester City. Hein. Donc eux, ils sont partis pour écraser l'Europe dans les années à venir. Ouais, le problème c'est est-ce que on va pas s'étendre sur le sujet parce que c'est pas le sujet principal, mais est-ce que tu trouves pas justement que cette démesure casse pas un petit peu le foot? Moi, pour être honnête, quand je vois Paris qui investit énormément d'argent sur 2 joueurs, je me dis quand même que les dés sont un peu pipés. Après, bon, on peut faire ce constat dans d'autres championnats, mais quand je vois ça, ça m'étonne. Moi, j'ai une thèse très, très basique. C'est-à-dire que quand tu as les moyens de rouler en Porsche, personne ne te reproche de ne pas rouler en Clio. Voilà. Et personne n'a jamais rien trouvé, rien à redire quand les clubs espagnols achetaient sans compter, en creusant des déficits abyssaux. Hein, rappelons que le roi d'Espagne a effacé les dettes d'Ursafe du Real à une époque, que l'Atlético de Madrid devait 450 millions d'euros. Donc voilà, quoi. Alors, entre des clubs riches qui dépensent de l'argent qu'ils ont et des clubs qui creusent du déficit, si on appliquait le fair play financier d'un point de vue strict et implacable, il y a 2 clubs qui sont riches en Europe, c'est le Bayern de Munich et Arsenal. Donc voilà, maintenant, tu ne peux pas empêcher les gens riches de dépenser de l'argent. C'était une petite aparté, on n'y reviendra pas. Là, on va recentrer le sujet. Je suis désolé pour la petite. Oui, reparlons de l'OM. Reparlons de notre sujet. Donc, à savoir, là, on fait le petit focus sur nos joueurs. Donc, en premier lieu, on vous a mis l'attaquant, donc Valère Germain, sur sa prestation. Donc, quand même, il a fait pas mal de duels. Notamment sur l'aspect défensif, il faut savoir que lui a bien joué son rôle de premier défenseur hier soir. 1 but, 1 passe D. Najed, je vais te poser la question, est-ce que tu penses qu'il faut confirmer Germain dans ce poste le plus longtemps possible, en tout cas? Mais écoute, pour l'instant, ça marche, là, il revient bien. Garcia lui accorde à nouveau sa confiance. Oui, il n'y a pas de raison de l'enlever. Après, moi, je pense que quand tu auras peut-être un adversaire un peu plus fort que ce qu'on a pu voir avec Rennes et une meilleure défense, je pense que ça sera un petit peu plus compliqué pour Germain tout seul devant. Donc moi déjà, j'aimerais bien dans la saison qu'on puisse revoir et Mitroglou et Germain ensemble associés devant. Je pense qu'on peut retenter ce coup-là. Après Germain, oui, il a été bon. Et vraiment, de toute façon, en fait pour moi, je trouve que ça a été mal géré cette histoire avec Germain dès le départ. Voilà, pour moi, il est arrivé, il a fait les matchs de préparation, ça s'est bien passé, il a marqué. Derrière, il y a cette histoire d'acheter le grand attaquant. Je trouve qu'on en a trop fait. Dans la panique générale, tu prends au dernier moment un attaquant qui, je pense, a des qualités. Hein. Il a marqué des buts partout où il est passé. C'est pas devenu un mauvais joueur du jour au lendemain. Il arrive blessé. Tu dois faire en sorte qu'il s'adapte rapidement.
et tu le mets dans le grand bain. Moi, je pense qu'on va lancer trop vite. Je pense qu'il n'y a aucune panique à avoir. On aurait dû continuer avec Germain et faire jouer peut-être Mitroglou progressivement. Je trouve qu'on a mis trop de pression d'entrée à ce joueur et que ça a vraiment été très mal géré. Après, moi, je défends, on parle des Germain, mais du coup, on parle aussi de Mitroglou. Je défends Mitroglou tout simplement parce qu'il est arrivé et avant même qu'il soit là, en fait, tu avais cette tendance à vouloir lui taper dessus. Parce qu'on l'a annoncé comme le grand attaquant, lui, il a rien demandé, hein, il arrive... je répète, il arrive. Non, mais il n'a pas fait ce qu'il fallait pour inverser aussi tes propos. Non, mais attends, il a quand même bordé, il a mis quelques buts, pas beaucoup, certes, mais je trouve que ne taper que sur lui, franchement, c'est pas honnête. Il y a eu des difficultés dans cette équipe. On a bien vu que, alors là, on parle du match de Rennes. Oui, on parle du match de Rennes, tout va bien, l'équipe tournait bien, mais je suis désolée, sur les matchs d'avant, je suis désolée, quand tu prends un match contre Valenciennes, une équipe de Ligue 2 qui est catastrophique, et que tu vois que tu réussis 2-3 centres dans le match, je veux bien que ce soit le premier match de reprise, que ce soit le vieux match de coupe, mais voilà, il y a des circonstances qui font qu'on est obligé aussi d'atténuer les propos sur Mitroglou et d'être un peu indulgent, tout en reconnaissant qu'il est en difficulté et qu'il n'est pas bon sur ce qu'on voit depuis qu'il est arrivé. Bon, alors, voilà. Moi, je suis pas d'accord du tout. Hein. Ben voyons. Je suis pas d'accord du tout. D'abord parce que Mitroglou, je le connaissais avant qu'il signe à l'OM. Je l'avais déjà vu jouer plusieurs fois. Alors évidemment, il a marqué des buts à Olympiakos et à Benfica. Mais bon, Olympiakos et Benfica, c'est toute proportion gardée, un petit peu le PSG en Grèce et au Portugal. C'est-à-dire tu joues dans des équipes qui dominent outrageusement 75% de leurs matchs. Donc c'est sûr que si tu joues dans ce genre d'équipe et que tu fais le piquet dans les 16 mètres, tu vas pouvoir marquer tes 15 buts tranquille. Je pense que si Mitroglou joue au PSG, il serait peut-être à 10 buts déjà. Il a quand même claqué pas mal en Ligue des Champions aussi. Hein. Oui, mais enfin, il jouait toujours dans les mêmes équipes et contre qui il a claqué. Le truc, c'est que moi, ce que je vois, c'est un mauvais joueur. Un joueur qui est maladroit techniquement, qui est lent, qui gagne pas les duels en pivot, qui fait aucun appel, qui plonge jamais au premier. Alors moi, ça me fait marrer l'histoire de oui, mais il a pas des bons centres. Alors s'il faut lui filer le ballon 6 mètres face au but vide pour le juger, c'est quand même un peu commode. Non, mais attends. Et le mec, il a quand même coûté 15 millions d'euros pour 50% du joueur et il est à 350 000 boules par mois. S'il refuse la taquette du grand attaquant, il accepte quand même son salaire. Donc je trouve que les critiques à son égard sont tout à fait justifiées. Mais les critiques, c'est normal. Et on est les premiers, nous, en tant que supporters, à dire qu'il n'est pas bon et qu'on attend plus de lui. Mais je suis désolée, je trouve qu'on tape beaucoup sur lui. Et parce qu'il est arrivé dans ce contexte à la fin du mercato, où on t'a vendu le grand attaquant, mais je suis désolée, il n'a rien demandé. Et aussi, obligé de reconnaître que le fait qu'il arrive et que derrière, il y a eu cette histoire avec Gomis qu'on n'a pas gardée, on a été 2 fois plus sévère, je parle vous les consultants, en général, envers Mitroglou. Ça, c'est un fait. Excuse-moi, on a quand même viré un mec qui a mis 25 buts avec l'OM l'année dernière. Oui, mais une fois qu'on l'a dit, on l'a dit. Qu'est-ce que tu veux faire? Il est parti. Et il est encore meilleur buteur du championnat turc. Excuse-le. Oui, c'est quand même une énorme connerie. Mais il faut s'en prendre aux dirigeants. Il ne faut pas prendre en compte cet élément-là pour juger Mitroglou. Je vais juste reprendre la parole pour vous dire qu'on s'écarte un peu du sujet parce que le sujet de base était Germain, je vous le rappelle. Mais ouais, mais donc, c'est lié. C'est lié, je suis d'accord avec vous. Maintenant, je vais juste, pour clore le débat sur Mitroglou, comme ça on avance, on passe aux autres, parce qu'on n'a pas non plus 50 heures de talk, vous dire que, tout simplement, le constat, je suis d'accord avec ton Agette, à l'heure actuelle il n'est pas bon tout ça, seulement quand il arrive, je suis aussi d'accord avec toi de dire, quand tu as un attaquant qui a claqué autant de buts, y compris en Europe et compagnie, et qu'il souffre de la comparaison avec Gomis, même si on sait très bien que Gomis aurait planté des buts, mais pendant encore combien de saisons et à quel prix, c'est compliqué à se projeter et à se dire que ça aurait pu être la même chose. Maintenant, on va juste un petit peu recentrer le débat. On va carrément changer de joueur, comme ça on va avancer un petit peu. On va passer à Dimitri Payet, donc on a fait... C'est radical. Voilà, je vais couper le débat, je suis désolé, mais sinon on va faire 4 heures de talk. C'est comme ça qu'on t'aime, Julien. C'est un petit peu long.
On va passer à Dimitri Payet, donc, qui a été pour moi encore une fois bien meilleur hier soir. Je vais vous laisser débattre dessus. Vas-y Zempe, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Qu'est-ce que tu as pensé Payet, je l'ai trouvé excellent, surtout en première mi-temps. J'ai trouvé qu'il avait beaucoup pesé sur le jeu et qu'il était au départ de la grande majorité de nos attaques dans l'ensemble du match. Et il a délivré des passes que seul lui est capable de délivrer dans cet effectif. Donc c'est toujours le même constat quand Payet fait un bon match. On attend toujours plus. Quoi qu'il fasse à l'OM, Payet, de toute façon, tant qu'il ne mettra pas des buts YouTube comme à West Ham, on attendra plus. Mais force est de constater que ce qu'il a fait contre Rennes, il n'y a que lui qui sait le faire dans cet effectif et qu'il est totalement indispensable à notre équipe. Donc s'il revient, qu'il continue à faire des prestations du genre, il va s'affirmer petit à petit, on va le retrouver de mieux en mieux et c'est parfait. René, je vais te poser la question. Comment tu peux expliquer qu'il y a vraiment deux constats? C'est-à-dire il y a des gens qui l'ont une fois de plus pas trouvé bon hier soir. Pourtant, de ce qu'on voit, c'est l'une des clés de pourquoi le match a été bon hier soir. Parce que voilà, quand Payet est revenu à Marseille, c'était je vais reprendre une expression qu'on a beaucoup utilisée, c'était la tête de gondole, c'est 30 millions, c'est un mec de première ligue qui revient, c'est l'enfant prodigue qui revient à la maison, et que les gens attendaient, voilà, comme Zempe l'a dit, des buts YouTube, hein, des éclairs de génie, des buts comme lors de France-Roumanie, des caviars. Et puis on se rend compte que pour l'instant c'est un peu plus compliqué à ce niveau-là pour Payet, bien que depuis quelques semaines ça revienne. Mais comme je l'ai dit il y a 10 minutes, je suis content de voir qu'il arrive à gommer cette incapacité à reproduire des gestes fantastiques par un apport à l'équipe qui, à mon sens, est certainement aussi important, si pas mieux, en fait, au jour d'aujourd'hui. Oui, je pense qu'on on fait à peu près tous le même constat aujourd'hui, même s'il y a encore certains qui n'arrivent pas à concevoir ça. Pour ça, on en a aussi parlé beaucoup en première période, donc on va passer de Payet. On va tout simplement parler du meilleur joueur hier soir. Le joueur qui confirme, si vous vous rappelez bien lors de nos premiers talks, on se posait la question est-ce que Thauvin était capable de confirmer ses bonnes prestations de l'an dernier. Visiblement, je pense qu'ici il n'y aura personne pour dire le contraire. Beaucoup de duels défensifs, beaucoup d'apports offensifs, même s'il y a un penalty raté qui pour moi est un excellent arrêt du goal. Donc Pierre, je vais te laisser la parole pour nous dire tout simplement ce que tu as pensé de la prestation de Thauvin. Voilà. Déjà, c'est un joueur que j'adore, que j'ai découvert à Bastia, que j'ai soutenu quand il a décidé de ne pas aller à Lille parce qu'il n'avait pas envie d'être entraîné par René Girard, ce qui démontre un vrai goût. Non, il a été très bon. Et puis surtout, il est décisif. Il a mis alors c'est vrai, tu as raison de le souligner, le penalty est remarquablement arrêté par Koubek. Koubek qui est moins remarquable sur le but de Flo de la tête, parce que bon, se faire lober sur ta ligne quand tu fais 1m95, c'est un peu problématique. Mais bon, la passe à Germain, où il n'y a pas main. Et puis ce lob sur la transversale de 40 mètres, voilà, c'est un des meilleurs joueurs du championnat. Et c'est vrai que lorsque j'ai fait mon équipe type de mi-saison, ça m'a posé un problème de ne pas le mettre. Tu as mis quel à la place, juste pour savoir? J'ai mis Mbappé. Hein, Ah ben non. Mauvais goût, hein. Ah ouais, non, c'est pas ouais, non. Ça. Là, je peux pas discuter avec vous. Je pense que enlevez vos œillères et enlevez-lui le maillot du PSG. Il a 19 ans, on n'a jamais vu ça. Moi, je peux vous dire, ça fait 33 ans que je suis dans le football. Je n'ai jamais vu un joueur de 19 ans de ce niveau-là, et j'ai vu Cristiano Ronaldo arriver à Manchester. Je n'ai jamais vu ça. On verra pour la suite de sa carrière, on ne peut pas présager non plus. Moi, j'ai vu ça. Ça fait quand même un an que ça fait maintenant quand même un an que ça dure. Tu vois le nombre de buts, le nombre de passes décisives. Même hier, s'il fait pas passe décisive, c'est lui qui laisse passer le ballon à Di Maria. Et il a 19 ans, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Maintenant, j'espère que Thauvin sera dans les 23.
C'est pas encore garanti sur facture, parce que la concurrence elle est extrêmement rude dans les postes où il peut jouer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ses prestations, il le mérite. Je vais passer la parole à FX. Est-ce que toi, tu fais ce même constat? Est-ce que tu penses que ça va être dur pour lui de rejoindre aussi où on peut se projeter pour l'équipe de France? Et surtout, qu'est-ce que tu penses de ce match d'hier soir? Sachant, petite info pour ceux qui ne le savaient pas, il y a Dembélé qui s'est reblessé pour 3 à 4 semaines, il me semble. Peut-être une opportunité pour lui de grappiller des places, notamment en équipe de France. Vas-y, FX. En ce qui concerne Flotov, ce qui m'a fait plaisir ce samedi, c'est que voilà, il a été bon en plus d'être décisif, parce que sur la première partie de saison, il avait réussi à être souvent homme providentiel sans forcément être convaincant dans ses prestations. Donc niveau statistique, il était sur les mêmes bases que la saison passée, mais pas au niveau en termes de prestations. Et contre Rennes, là, il n'y a pas de problème. Il revient vraiment petit à petit avec un niveau de performance quand même très élevé. Donc, je vous signale qu'il y a un MOM sur OMTV. Hein. Oui. Ouais. Comme ça me permet de ne pas dire des conneries quand je parle du match. Oui. Bien vu. Mais par contre, pour en revenir à ce que disait Pierre, à 18 ans, j'ai quand même vu un gamin impressionnant. C'était quand même Eden Hazard et qui n'avait pas la chance d'évoluer avec les mêmes joueurs que Mbappé avait à Monaco ou à Paris. Après, peut-être qu'Mbappé aura sans doute une meilleure carrière, je pense. Mais je pense à 18 ans, Eden Hazard, c'était époustouflant. Je pense que Mbappé fera une meilleure carrière parce qu'il est plus passionné par le foot, plus concerné et plus sérieux qu'Eden, qui est un garçon délicieux. Ça, je suis d'accord. Mais qui a un petit côté branleur, qu'il assume d'ailleurs parfaitement. Oula, tu vas tirer les foudres de quelqu'un sur ce... Ah non, mais je le dis très facilement. C'est un pote. et voilà, lui, il aime bien vivre. Un jour, le Lichon, l'entraîneur des gardiens de Chelsea, m'a dit s'il s'entraînait 15% de plus, il serait ballon d'or. Sauf que les 15% de plus, il ne les fait pas. Et je pense que Mbappé les fait. Ouais, vas-y Zempe, parce qu'on parle pas de ouais, Paris donc ce soir, malheureusement. sur Thauvin, moi je voulais dire que je pense qu'on a tous pensé pareil après qu'il ait raté son penalty. Je pense que beaucoup d'entre nous avaient peur qu'il tombe dans un excès d'individualisme, qu'il essaye de se rattraper, de faire le héros. Et au final, non, il a joué collectif, il a été décisif, il a délivré cette très belle passe à Germain. Et à partir de là, il sort un grand match, il a 2 doigts de mettre un but de 50 mètres. Bon, il marque son but sur la tête où le gardien n'est pas exempt de tout reproche, mais voilà, il a sorti son match malgré ce pénalty raté. Et c'est pas gagné d'avance. Pour moi, il allait retomber dans ses travers et il nous a fait taire. Mais il est intelligent et il a du caractère parce qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il n'a pas toujours été adulé à Marseille, hein, loin de là. Et il a prouvé son attachement au club. Il le prouve encore aujourd'hui. Donc, non, c'est... Qui reste ici à vie. On le veut à vie. Alors, ouais. Oui, enfin, tu sais, à vie aujourd'hui, avec les sommes que sont capables de dépenser certains clubs, c'est compliqué. Hein. Ça, pour le coup, on est plutôt d'accord. Mais bon, après, est-ce que l'OM... en même temps, on est dans un Champions Project. Au début, on l'appelait comme ça, on est dans un projet concret. Et pour pouvoir prétendre à exister, ne serait-ce qu'en Champions League, ou prétendre se qualifier en Champions League, tu as besoin de joueurs comme lui. Donc à un moment donné, tu vas le vendre 60, 70, parce que c'est la réalité des prêts actuels. Et pour prendre qui derrière? C'est ça le... Non, mais là, de toute façon, ce sera le joueur qui sera décideur. Hein. S'il y a une offre d'un club qui l'intéresse à 70 millions, il partira. S'il a envie de rester à l'OM à vie, il restera à l'OM à vie. Voilà, c'est lui qui a la solution. Hein. Allez, on va avancer un petit peu. On passe donc à notre sens pour le meilleur joueur de l'effectif depuis le début de saison. Celui qui arrive à bonifier toutes les personnes qui se trouvent autour de lui. Je ne sais plus qui l'avait dit en début de talk, je crois que c'est Zempe. C'est-à-dire Najet. Gustavo. Ou Najet, ouais, peut-être. Qui dit Gustavo dit Najet, les gars. Et excuse-moi, bah, je vais te donner la parole. Moi, je vais t'avouer, sur le match de Valenciennes, je l'ai trouvé plutôt fébrile, peut-être même son plus mauvais match depuis qu'il est arrivé à l'OM. Je me suis dit, est-ce que c'est pas le contre-coup, justement, des voyages, tout ça? Et au final, non, on l'a vu encore hier soir qu'il est au niveau.
que c'est vraiment un joueur de classe, on peut le dire international. Est-ce que tu penses que tout d'abord, est-ce que tu penses que c'est une réalité qu'on arrive, il bonifie tous les joueurs autour de lui, et est-ce que tu penses qu'il peut porter l'OM jusqu'à la fin de la saison tout simplement? Moi, je le pense. Il a quelque chose de. Il a la classe internationale, ce joueur. C'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1 pour moi cette saison. Et Dieu sait qu'il y en a du côté du PSG des stars. Il équilibre l'équipe. Voilà. Il fait le pressing, il bonifie n'importe quel joueur que tu vas mettre à côté. Il stabilise même la défense derrière. C'est lui qui, pour moi, c'est l'équilibre de l'équipe. Donc pour moi, sans lui déjà, alors ok, il était moins bien contre Valenciennes, donc il a le droit d'avoir des coups de moins bien. Il est tellement tout le temps au top que forcément il aura des matchs où il sera un peu en dessous. Mais voilà, c'est l'élément clé de cette équipe. Et franchement, je ne sais pas encore comment on a fait pour réussir à avoir ce joueur, mais je félicite vraiment les dirigeants. Je pense qu'ils savaient que tu étais supportrice de l'OM, c'est pour ça, non? Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Non, mais il a une capacité à bien faire jouer les autres, c'est hallucinant. Vraiment, il déteint sur les joueurs. Ouais, Zempe, est-ce que tu fais ce même constat? Est-ce que tu penses aussi, ça c'est une vraie question qu'on peut se poser, qu'avec la saison qu'il est en train de faire, c'est un joueur qu'on est en capacité de conserver au sein de l'effectif, tout simplement? Alors, bon, Najet a plutôt résumé l'impact de Gustavo sur l'équipe. De toute façon, il y a une équipe avec et une équipe sans Gustavo, ça c'est une certitude. Le conserver, moi je pense, parce que déjà je pense qu'on va être capable d'aller chercher une qualification en Ligue des Champions. Et que de toute façon, je pense qu'il est venu ici pour s'inscrire dans la durée, qu'il est bien ici, il sent qu'il est aimé du public, il sent que c'est un des leaders de l'équipe, il a 30 ans, je pense qu'il a un contrat satisfaisant ici, et qu'il pourrait s'inscrire dans la durée dans ce projet, je pense que ça lui plaît. Voilà, après, si tu me dis demain que vraiment un top club recherche un 6, a vraiment besoin d'un joueur de grande classe, qu'il a une place et qu'il appelle, qu'il y a une grosse offre, que toutes les parties sont gagnantes peut-être, mais honnêtement, je pense qu'on devrait pouvoir le garder. Ouais, et je vais lancer, on va avancer un tout petit peu, mais je vais lancer donc René sur le dernier joueur que j'ai souhaité mettre en avant ce soir. C'est Morgan Sanson qui a fait un match énorme pour son retour. On se rappelle qu'il n'avait pas été là contre Valenciennes. Faut savoir un truc, et ça se répète dans les statistiques quand c'est Sanson. Luis Gustavo va beaucoup moins au duel, mais par contre il est présent sur tous les deuxièmes ballons, et on voit quand même qu'il a fait 20 duels hier soir, c'est beaucoup, Morgan Sanson. Donc qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation, René? Est-ce que tu penses qu'il faut le garder à ce poste-là, ou est-ce que tu penses qu'il peut réavoir sa chance en numéro 10? Moi je le garde à 200%, je le laisse où on l'avait ce week-end. Je suis très content de revoir Sanson au niveau qui est le sien en temps normal. J'établirai le même constat dont je parlais tout à l'heure pour Payet. Quand Sanson va bien, Marseille va bien. Donc c'était le cas ce week-end. Non, pour moi, c'est un des hommes du match. Et alors quel but, pour moi, quel but sublime il marque. Voilà quoi. Il n'y a pas grand chose à dire. À la finition, c'est que voilà, c'est ça. C'est que quand Sanson est dedans, est à son niveau, voilà, tout est beaucoup plus facile. Et quand tu as Sanson, Payet et Gustavo qui sont là, voilà, ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus fluide. Tout est beaucoup plus facile, voilà, tout simplement. Le foot est beaucoup plus facile dans ces cas-là. C'est sûr que techniquement, il apporte quelque chose que Zambo n'apporte pas. C'est des styles totalement différents, et tu vois bien que dans le jeu vers l'avant, voilà, c'est le jour et la nuit. Ouais. Mais là, Morgan Sanson, du coup, il a élevé vraiment son niveau de jeu pour redevenir le sien, mais ça va nous obliger, nous, à être aussi exigeants, parce que c'est ce qu'on réclame de lui. La performance de samedi, c'est limite une performance standard pour ce joueur-là. Donc voilà. Exactement. Faut plus qu'il se traîne un petit peu comme il l'a fait dans la première partie. Et voilà, il doit garder ce fighting qu'il a eu, parce qu'il a une belle vélocité, il est athlétique quand vraiment il a envie de l'être, un petit récital technique également. Enfin voilà, de toute manière, pour avoir une animation offensive, tu as besoin de cette rampe de lancement-là. Donc voilà, moi je vais exiger maintenant, si on veut accrocher le podium, il va falloir que Sanson reproduise régulièrement ce style de performance. Ouais, mais enfin, ce sera un des problèmes du deuxième tour. Les problèmes de Sanson lors des matchs allés, ils ne sont pas non plus totalement de sa faute.
parce que justement, il a été la victime indirecte du choix de Rudy de mettre Zambo après la défaite contre Rennes, parce qu'il y a besoin de solidifier le milieu. Ça a fonctionné, donc il a un petit peu perdu sa place. Et puis, comme tous les joueurs qui perdent leur place, ils perdent un peu confiance. Mais je pense que c'est un joueur, je le connais pas, mais j'imagine à ce que je peux en voir, que c'est un joueur qui marche pas mal au feeling et à la confiance. En tout cas, il a le style de jeu qui ressemble à ça, quoi. Ouais, on va juste avancer. Je suis désolé, j'ai pas faut avancer parce qu'il y a encore beaucoup de sujets à traiter. On va passer tout de suite à la troisième partie du talk, donc à savoir un petit point sur le mercato. On va regarder les pistes. Alors tout n'est pas attention, tout n'est pas confirmé. Il y a même des pistes plutôt farfelues à mon sens, pardon, mais elles ont le mérite d'exister. Donc on va regarder ensemble et se dire. Se poser les bonnes questions. Bounassar, donc c'est une info de RMC Sport. Bounassar a eu une offre sur la table de 3 millions d'euros par Leicester. Est-ce que vous pensez, alors c'est dingue de se dire ça, hein, mais est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faut laisser partir Bounassar? Voilà, vas-y Nadia, je te lance là-dessus. Moi, aujourd'hui, si tu me dis les dirigeants, c'est de recrutement, a déjà enfin, même pas des pistes, mais des joueurs qui sont prêts à signer à l'OM, mais avec, pour lesquels c'est leur vrai poste au niveau que ce soit des arrières droits. Voilà, c'est pas un joueur que je vais absolument garder. Il faut arrêter non plus de trop en faire sur lui. Il a été replacé et franchement, c'est quand même un joueur qui est intelligent parce que tu vois bien qu'il bosse, qu'il dit rien. Donc du coup, si tu veux, moi, ce joueur, je pense honnêtement, et je sais si je me suis moqué de lui à plusieurs reprises, mais il a sa place en tant que titulaire dans 70% des équipes de Ligue 1. Il a quand même des qualités techniques, tu le vois offensivement. Après, défensivement, j'ai un petit peu plus de soucis. Moi, si vraiment il y a une réelle offre que derrière, tu as préparé ton mercato comme tu dois faire et que tu dois anticiper, moi, il n'y a pas de souci pour le lâcher. Hein. Après, voilà, honnêtement, si on doit attendre, je préfère qu'il parte cet été. Parce que voilà, même si tu recrutes un joueur, à part si c'est le gros coup à faire cet hiver, voilà, il va encore venir, le temps de s'adapter, tout ça. Je pense que là, Bounassar tourne bien dans le groupe. Il n'y a pas réellement de besoin de le vendre là maintenant, sauf grosse offre, mais j'y crois pas. Ouais, il y a une deuxième offre en préparation, si j'ai bien lu aujourd'hui. Si on laisse partir, si on doit laisser partir Bounassar, c'est pour moi derrière, tu as intérêt à avoir un plan A. Et je dis bien un plan A. Limite quelqu'un pour passer devant Sakai. Ouais, ça parlait de Gabriel Dubois. Hein. Pourquoi pas Léo, pardon. Pourquoi je dis Gabriel? Ouais, si tu me dis, moi, que tu as une belle offre pour Bouna, tu chopes, je sais pas, moi, 8, 9, 10 millions, et que derrière, tu récupères Dubois, tu le lâches direct. Hein. Ouais. On va avancer, on va faire juste 2-3 avis par joueur, comme ça on squeeze un peu cette partie, c'est pour justement réagir un petit peu à ce qui se dit. Doria, donc qui sera en départ, ça on s'en doute tous, je pense que personne ne le retiendra. Il n'a pas réussi à s'imposer tout simplement à l'OM, contrairement aux précédentes années, il a quand même eu un petit peu plus de chance l'an dernier, il n'a pas su confirmer, il n'a pas su être replacé à gauche, donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si une offre arrive pour Doria, ça ne chagrinera personne de le voir partir. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Oui. Garça le premier. Si je peux me permettre, c'est dommage qu'on l'ait bloqué au mois de juin. Alors si c'était pour le faire traîner 6 mois dans sa carrière, ou alors Garcia avait d'autres plans pour lui, mais c'est quand même lui qui a mis son veto au mercato d'été pour Après, qu'il parte. Hein. On n'avait peut-être pas les sous pour recruter à l'époque, ou l'envie de mettre de l'argent à l'époque. Pour recruter un défenseur central, 2 compléments, le 4e notamment, et peut-être que là, c'est tout simplement, y a des possibilités, on n'exclut rien quoi. Maintenant, je vais avancer puisque Doria, ça sera peut-être pas la peine de s'étendre dessus. Et sur Martin Terrier qui fait, donc je rappelle qu'il appartient à Lille, mais qui est prêté à Strasbourg, donc qui va jouer contre nous demain, qui est plutôt une bonne surprise puisqu'il en est déjà à 3 buts et 2 passes D cette saison. Pierre, je vais te lancer dessus. Il semblerait que Lyon soit, on va dire, aux premières loges. Est-ce que tu penses pas que c'est sur ce genre de joueur que l'OM doit se positionner, sachant qu'on cherche à construire avec des jeunes joueurs? Ouais, mais est-ce que c'est vraiment à ce poste
que l'OM a le plus besoin. J'en suis pas sûr. Je suis pas plus sûr que ce soit ce poste-là que Lyon ait besoin non plus, hein, ceci dit. Mais c'est une opportunité. Ouais, c'est une opportunité, mais enfin, ça va être une opportunité à 15-20 millions. Mais tu le revends dans 2-3 ans, tu le revends ça 2 fois, 3 fois plus cher peut-être. Peut-être. Rien n'est moins sûr. Peut-être, mais c'est pas sûr. C'est un excellent joueur. Moi, je connais très très bien Strasbourg. J'aurai l'occasion de le dire tout à l'heure. Il doit sa présence à Strasbourg au grand génie de Marcelo Bielsa qui n'en a pas voulu. Je te trouve dur là quand même. Ah bah non, je suis pas dur. Lui, il est arrivé, il a pris des remplaçants, il les a vus une semaine, il l'a pas gardé. Après, le problème. Ah bah oui, non, mais à un moment donné, il faut dire la vérité, les mecs. Hein. Je sais bien qu'il faut pas toucher au mage, mais quand il fait des conneries, il faut le dire aussi. Hein. Je te mets à l'aise tout de suite. Moi, j'ai mon avis sur Marcelo Bielsa. Je suis pas l'idolâtrer. Maintenant, quand tu arrives dans un effectif, tu vois un jeune, tu as une idée dans la tête. C'est dur de critiquer quand ça se passe après. Imagine le jeune étant prêt, il fait une saison plutôt moyenne, tu te dis que c'était pas une mauvaise idée à la base. Maintenant, ouais, mais enfin les trois joueurs qu'il a fait partir, qu'il a prêtés, Chaka et Slity à Dijon et Terrier à Strasbourg, ils font tous les trois une bonne saison. Hein. Quand tu vois la saison de Lille, ils n'auraient pas fait tâche aucun des trois. Hein. Mais enfin bon, c'est pas le débat. Je pense que Terrier va aller à Lyon. Moi, pour dire un truc sur Terrier, ils ont un coup d'avance. Hein. Apparemment, ouais, il y a une première offre qui aurait été acceptée, tout ça. Il a une préférence pour Lyon. Juste, je suis pas d'accord sur un truc. Aujourd'hui, tu ramènes Terrier à l'OM, il est titulaire. Ça te permet d'avoir un profil complètement différent de celui que tu as actuellement au poste de gauche. Oui, à la place d'Ocampos. Oui. Et tu peux avoir un laborieux pour bloquer un couloir quand tu tombes sur une grosse équipe, et un travailleur ou quelqu'un qui peut forcer une défense comme le fait Ocampos. Et avoir celui qui touche un peu plus le ballon. Quoi. Mais il travaille, hein. Faut pas croire, hein. Il bosse. Hein. Le souci, MP, c'est que la condition sine qua non, c'est que Terrier finisse sa saison à Strasbourg. Ah bah de toute façon, il est prêté à Strasbourg. Si Strasbourg le lâche maintenant, c'est qu'il faudra dédommager Strasbourg pour les 6 mois de compétition qui restent aussi. Hein. Oui, donc tu leur laisses. Tu leur laisses et après tu fais un pari sur la apparemment, c'est ce qui dérange l'OM. Hein, moi, je sais que ça me poserait pas problème. Personnellement, je le prends en direct. Hein. D'office, pareil. On va avancer. Le petit Renato Tapia, donc c'est Foot Mercato, je crois, l'info dans laquelle c'est sorti. C'est donc une connerie. Voilà, merci. Ils disent que des conneries. Des conneries. Voilà, merci. C'est-à-dire qu'on se grille à peu près auprès de tout le monde en disant ça, mais bon, après, c'est juste... Non, je me grille. Mais bon, si tu prends le nombre de conneries qu'ils racontent dans une année, t'as de quoi faire un bouquin. Hein. Donc après, c'est le fait de se dire que Renato Tapia, je pense que dans l'idée, ils ont sorti ça pour se dire, tiens, il y a Doria qui s'en va, il faudrait un autre nom un peu inconnu. De toute façon, je pense pas que beaucoup l'aient vu jouer cette année. Je me trompe peut-être, mais... Je sais même pas où il joue. À Feyenoord, voilà. Ah ouais, super. Voilà, si tu veux l'info, elle est là. Ça vaut 10 millions d'euros. Est-ce que quelqu'un est prêt à mettre 10 millions d'euros sur ce style de joueur? On ne connaît pas, donc... Voilà, donc on ne sait pas, on va passer très très vite. Donc c'est une info, j'ai vu, c'était une info qui a été sortie pendant un match de Canal+. Enfin, c'était sorti sur Canal+. La rumeur Sturridge, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est un mec qui traîne sa peine, Sturridge. Il n'est pas revenu de sa blessure. Il est sur la pente descendante. Pourquoi essayer de le relancer? Sauf si on a un nom, c'est tout. Ouais, oui, pour le nom, ça sert strictement à rien. Non, mais c'est juste ça pour l'instant. Hein. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous dire aussi que d'avoir sorti un joueur d'Angleterre une fois, à savoir Payet, et à ma vie, mais ça c'était autre chose puisqu'il était en Ligue anglaise et que c'était un petit peu plus compliqué pour lui. Est-ce que vous pensez réellement aussi. Et Mandanda, oui, excusez-moi. C'est l'agent de Sturridge qui a besoin de relancer son petit poulain, hein, c'est tout. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible, surtout de Liverpool, de s'entendre de casse Mais surtout que Sturridge, s'il vient à l'OM, c'est avec 2 fois le salaire à Payet, donc déjà ça va poser problème. Et surtout qu'il va venir dans un secteur où on a déjà assez de problèmes comme ça, et que si tu ramènes Sturridge, c'est le chaos. Ouais. C'est le physique à Diaby aussi, c'est ça le problème, quoi. En plus,
Ouais, on est tous d'accord pour dire que ça va être compliqué, que même c'est pas un choix qui emballe réellement, c'est juste sur son nom pendant un moment. On va passer à Kevin Strootman. Quand il n'est pas Donc là- blessé, il n'est pas mauvais, hein, c'est ça le truc. C'est que quand il n'est pas Ah, blessé, il n'est pas après, mauvais, mais il est tout le temps blessé. Ouais, après c'est ça, c'est des c'est rumeurs. bien Encore une compliqué. fois, c'est compliqué de se positionner là-dessus. Je passe à Kevin Strootman, donc qui a re-signé il y a pas longtemps de 5 ans à la Roma. J'ai vu passer l'info aussi, il me semble que ça a été parlé sur Canal+, ça a été relayé sur Twitter. Toi, Najed, qui connais bien plutôt la Roma, est-ce que tu penses que c'est faisable, sachant qu'il y avait Rudi Garcia qui avait dit s'il y avait une possibilité, j'irai le chercher en voiture. Et vu les prix exercés, honnêtement, est-ce que tu penses que c'est possible? Non, je crois pas. Même si Rudy Garcia le connaît et que des fois ça peut jouer, non, je crois pas une seconde. Alors c'est un bon joueur, honnêtement. Au milieu de terrain, il peut occuper tous les postes. Milieu offensif, il a démarré comme ça d'ailleurs, et puis après, progressivement, il est redescendu sur le poste de milieu récupérateur. Mais voilà, il est bon techniquement maintenant. Il s'est blessé plusieurs fois. Il s'est fait les ligaments 2 reprises, il me semble. Donc c'est vrai que c'est pas le Strootman de sa, enfin, il n'est pas à sa meilleure forme. Mais Moi, si je peux le prendre, je le signe tous les jours. Ça, j'ai une c'est une question évidence. pour Pierre, moi. Est-ce Oui. que tu as des bruits de couloir ou est-ce que tu as une petite rumeur qui traîne comme ça derrière les fagots, Pierre, Non, ou rien je du tout? je me marre bien sur Twitter quand je regarde ma TL et les sites marseillais qui annoncent tous les jours une nouvelle rumeur. Je ne sais pas, depuis que McCourt est arrivé, le nombre de rumeurs qu'il y a pu y avoir avec ce club, mais je pense qu'on doit être au-delà des 200 joueurs. Non, mais c'est pas les sites, les sites marseillais ne reprennent que les infos qui sont sorties par d'autres médias nationaux. C'est ça. Oui, mais Oui, non, mais donc, enfin, si votre référence c'est foot mercato, c'est non, sûr mais il que n'y ça a pas pisse, que Non, Foot non, non, Mercato. là- Tout le monde ça pisse sort pas son- haut. Hein. tout le Là, monde C'est pour aujourd'hui, ça que je te pose la question, Pierre. C'est pour ça que je te pose la question, savoir si tu as un petit bruit de couloir. Écoute, aujourd'hui, moi, je fais plus vraiment ce métier d'investigation. Hein. Aujourd'hui, je suis plus payé pour donner mon avis que pour avoir des infos. Les dernières bonnes infos que j'ai eues avec l'OM, c'est Payet, puisque les deux derniers transferts de Payet, il m'a appelé de l'aéroport. Il m'a appelé de l'aéroport de Londres quand il a signé à West Ham, et il m'a appelé de l'aéroport de Marseille quand il est venu pour signer. Donc voilà, maintenant les infos, il faut que les infos viennent à moi, je suis trop feignant pour aller en chercher. Ouais, de toute façon, je précise pour ceux qui se le demandent aussi dans le chat, on a pris à l'appel tout ce qui s'est dit cette semaine. Concrètement, il y a très peu de bruit officiel. Sachant qu'on n'a pas tout mis. Hein. Voilà, et sachant Moi, je qu'on n'a pense- pas tout mis. Hein. Moi, je pense que l'OM va prendre personne à ce mercato. Mais, voilà. Si on prend un joueur, ça sera vraiment le maximum. Moi Alors, aussi, je pense pas qu'on va faire énormément de joueurs. On va finir justement sur peut-être un dernier joueur qui a affolé la première chronique ce week-end et tout ça, c'est parti à la base d'un Tony d'un live. Chaperon. Ah non, c'est pas un joueur. Non, ça c'est plutôt pour la MMA qui, je pense, qu'il va signer. Mais Maxime Gonalon, qui s'est abonné au compte de l'OM officiel, ça a suffi pour déchaîner les passions. Donc du coup, est-ce que vous pensez que ce genre de joueur est en capacité de venir à l'OM, et surtout, est-ce que ça serait pas un petit peu compliqué, sachant son passif avec l'OM, quoi? Est-ce que vous pensez Non, mais que c'est- aucune plus-value à faire signer un joueur comme ça. Il faut vraiment quoi arrêter. son- Et puis, C'est quoi son passif avec l'OM? Alors son passif, qui soit lyonnais, tout simplement, ça peut suffire. Non, mais ça, et c'est pas, ancien capitaine. ça, c'est pas un passif, ça, c'est de la connerie pure et dure. Ah, Mais c'est quoi son passif? ça suffit. Non, Ça il y a la suffit. jurisprudence Heinze et la jurisprudence Lorixana. Donc, Alors je dis pas je que prends c'est pas ça mon en avis. compte, c'est plus le profil, quoi, en fait. Je dis pas que c'est mon avis à moi. Je parle de ce que j'ai pu lire ce week-end sur Twitter. Donc en tout cas, il Oui, y a c'est des ce qui gens. ressort le plus, c'est vrai. Voilà, c'est ce qui ressort le plus. Je vous rappelle. Tu penses qu'ils auraient la même... Plutôt très tu penses proche qu'ils des aient- bad gones aussi, ça colle pas trop tu avec l'image penses qu'ils marseillaise. auraient la même réaction si l'OM était sur Fekir? Franchement, je sais pas. ouais, il y a des chances. Hein. Il y a des chances aussi. De toute façon, nous, on a une fierté et on a beaucoup. Ça, il faut connaître le public marseillais pour s'en rendre compte. Après, on est capable de laisser la chance dans la mesure où le joueur n'a pas manqué de respect envers l'OM lorsqu'il était dans l'autre club. On a vu Heinze, les il matchs- était au PSG avant de Voilà, venir à c'est- l'OM, non? J'ai Comme- pas rêvé. Bon. Ah, mais Il c'est ce s'est que mis je le te cul dis. par terre pour le club. C'est ce que je te dis. C'est-à-dire si Sana, le c'était un joueur vrai se met Parisien. C'est pas... Gonalon Si est le quand même joueur très met proche son- de. Gonalon est très proche des bad gones aussi.
Ouais, voilà, c'est aussi. Ceci entraînant cela, les Bad Bones n'ont quand même pas une réputation exceptionnelle, surtout auprès des supporters marseillais. Voilà, ça paraît très très gênant pour l'OM aussi d'avoir ce genre de gars chez nous. Voilà, Maintenant, est-ce que c'est un passif objectif ou subjectif? Je suis personne pour le dire, mais voilà, dans la communauté OM, c'est le genre de choses qui dérange énormément. Il y a eu des screens qui ont été faits, par exemple du frère de Maxime Gonalon. Ben voilà, c'est quelqu'un qui a des idées très très, pour employer un terme qui est utilisé en France, très patriote. Ben voilà, c'est quelque chose qui passe pas chez nous de manière générale. On va avancer, on reverra. Gonalon a une image très négative chez nous. On parle d'une rumeur parce que le mec, il a s'abonné Voilà, c'est à un ça, compte, c'est c'est bon, surtout- faut arrêter là. Voilà, mais ça part de rien, on est d'accord. Non, mais ce ça qu'il part- faut dire aussi sur Gonalon, c'est que contrairement à Fekir ou quoi, s'il y avait un intérêt, c'est Gonalon, il a passé 8 ans à Lyon, qu'il a été capitaine là-bas, et que quand il est venu au Vélodrome, il a dit qu'il voyait des choses qui se passaient qu'ici. Enfin, c'est quand même, il y a des antécédents, quoi. Après, bon, C'est pas juste un Lyonnais. c'est Là qu'on juste parle une- pas de foot, là. Voilà, c'est Non, mais, plus de non, mais l'extra-sportif. si on parle foot, dans tous les cas, posez-vous la question s'il doit partir, pourquoi la Roma ne le conserve pas? Je ne comprends même pas comment ils ont pu le faire signer, honnêtement, même s'il a pu être bon à Lyon. Aujourd'hui, avec les éléments qu'on a au milieu de terrain, je ne vois aucun intérêt à aller chercher Gonalon. Je suis d'accord avec Nadjet. Voilà, si c'est pour aller encore nous ramener une valeur sûre de Ligue 1 à la Sertic, bon, il est quand même un cran au-dessus, faut pas déconner. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Là, si tu dois faire un joueur, pour moi, c'est soit tu vas aller prendre une doublure à Jordan Amavi. Ok, on a des jeunes, mais quand même, moi, je pense que ce serait bien de faire un joueur plutôt qu'après d'alterner avec Sakai et de commencer à préparer peut-être la saison prochaine sur le joueur qui va jouer en défense. Je suis assez d'accord avec ce constat, on va un petit peu avancer puisqu'il nous reste encore quelques parties, je suis désolé de devoir abréger à chaque fois. On va passer rapidement, là on va survoler cette partie-là, c'est-à-dire la quatrième partie. Donc tout simplement c'est OM Strasbourg l'avant-match, donc on l'a dit en début de talk, Strasbourg est une équipe joueuse. Justement ce qu'on va souligner c'est peut-être quelques absences qui devrait y avoir, à savoir probablement Payet qui a été un petit peu touché apparemment, et surtout on risque aussi de perdre Sakai, donc dans la mesure où ni Sakai ni Payet ne sont confirmés on va dire, est-ce que vous pensez que le système est de replacer Sanson en 10 ou peut-être installer Lopez en 10 et à gauche quid Il est suspendu, Lopez, non? Lopez, je crois qu'il a purgé son match de suspension hier, justement. Non? Ah d'accord, je sais Ouais. pas. Voilà, donc c'est pour ça, normalement, il a purgé sa suspension. Donc, à savoir, est-ce qu'on met Bejimo, est-ce qu'on tente Rokia, est-ce qu'on tente autre chose? Qui vous voyez à gauche à la place de Sakai? Il me semble bien que Lopez et Rolando sont suspendus. Ah, c'est ce soir. Bon, bah, voilà. Ouais, il me semble bien que c'est ce match-là. À noter que côté Strasbourg, Liénard et Manga ne sont pas là non plus. Ça a été confirmé. Tu fais bien de le dire aussi, parce que ça marche dans Ouais, les deux sens. Il y a aussi Liénard, des absences importantes. Oui, du côté et je ne suis pas certain que Terrier débute non plus. Hein. Voilà, donc. Et il faut savoir que Strasbourg joue depuis plusieurs semaines avec son gardien remplaçant parce que Camara a eu un problème au genou et qu'il a repris l'entraînement que dimanche. Donc, juste rapidement, qui vous mettriez à gauche à la place de Bejimo? Le jardin. Ça y est, c'est Bedimo qui joue pas. À la place de Sakai. Dans ma vie. Ah. T'as Bedimo et Rukia, hein, donc on préférerait, je pense, pour beaucoup Rukia, mais ça sera Bedimo. Ok, bon ben je pense qu'on pense que... Est-ce que vous pensez que ce sera un match plutôt simple? Est-ce que ça va être un match plutôt compliqué? Ça sera au milieu de faire le boulot parce qu'en charnière centrale, tu vas te retrouver avec Abdenour. On va savoir si Garcia va pas nous péter Doria à gauche. C'est pas impossible aussi cette solution. Donc du coup, on a aussi un petit peu frémir. Donc du coup, Lopez à côté de Gustavo, ça me paraît pas évident réellement pour faire du jeu. Il va peut-être falloir intensifier le milieu de terrain face à une équipe joueuse et voilà, être fort dans les duels. Donc il se peut qu'on retrouve Zambo. Donc voilà, par contre, je tiens quand même toujours à faire part de mon admiration pour Thierry Lauré. J'aime vraiment ce qu'il propose à Strasbourg. J'aime cette équipe courageuse. Si je peux vous conseiller de regarder un joueur à Strasbourg, alors si je dis ça, évidemment, il va être nul demain, c'est Jean-Eudes Aoulou au milieu de terrain, qui est un joueur remarquable et qui sera certainement plus à Strasbourg l'année prochaine et qui ferait pas tâche à l'OM. Bon,
On manquera pas de regarder ce joueur-là. On verra. Peut-être qu'il sera bon demain, peut-être qu'il sera plutôt dépassé par notre milieu. En tout cas, on passe donc à la partie numéro 5, la partie où on va peut-être hausser un petit peu le ton, peut-être pas, on va voir. En tout cas, on va essayer d'être le plus cash possible, le plus sincère. Donc tu sais très bien, Pierre, c'est ton interview. Il y a plusieurs choses avant que... C'est entre autres pour ça que tu viennes dans le talk. Je vais te poser des questions. Je compte sur toi pour te prêter au jeu et d'y répondre le plus sincèrement possible. Voilà. On va commencer tout de suite avec l'affaire Evra. Est-ce que tu peux tout d'abord, avant même d'ouvrir les hostilités, nous raconter ta version entre guillemets des faits par rapport à ce qui était dit? Bah écoute, comme j'ai eu souvent l'occasion de le dire dans ma carrière, j'aime pas hurler avec les loups. Donc quand j'ai vu ça, en plus je l'ai vu en direct, j'ai vu Evra péter un boulon, j'ai d'abord été choqué par une chose, c'est de voir des supporters de l'OM faire 2000 bornes pour descendre au bord du terrain, insulter un joueur de leur équipe. Je trouve ça inadmissible. Après, tout le monde connaît mon inimitié avec Evra. Et puis voilà, donc j'ai parlé avec des gens de l'OM que je connais, avec qui je suis en contact, et il y en a un qui m'a dit, mais écoute, ce qu'il a fait c'est invraisemblable, mais enfin il s'est fait traiter de singe, on a traité sa mère de pute, on a insulté sa famille, donc voilà, si tu veux, je trouve que être supporter, tu as des droits mais tu as aussi des devoirs. Alors, j'en profite pour, puisqu'on me donne la parole, pour dire que je n'ai jamais dit qu'il y avait eu des cris de singe. Jamais. J'ai dit qu'il avait été traité de singe. Et effectivement, tu l'as pas dit. Voilà. Et je confirme que le joueur le supporter qui l'a traité de singe, c'est celui qui a pris le coup de pompe dans sa gueule. Alors après, les supporters de l'OM, parce que j'ai quand même échangé avec plusieurs sur Twitter, me disent, si tu connaissais les supporters de l'OM, il n'y a pas de racisme à l'OM. Je leur dis, écoutez les gars, moi je veux bien entendre tout ce qu'on veut, mais enfin à Marseille, ça vote quand même à 35% Front National. Est-ce que vous êtes absolument sûr et certain qu'il n'y a pas un seul supporter de l'OM qui soit raciste? Alors, Marseille, c'est pas le Vélodrome. Hein. Marseille, c'est pas les supporters. Je vais reprendre la parole, juste 30 secondes. Déjà, pour ce que tu as dit avant, Pierre, lorsque tu parlais du joueur qui n'avait rien à faire sur la pelouse, etc., il faut savoir qu'il y a un passif. Quand il y a une histoire, moi j'aime bien que tous les aspects soient respectés. Et en ce qui me concerne, de ce que je sais, de ce que l'on sait, c'est que les joueurs, certes, peuvent siffler un joueur, etc., s'ils le trouvent pas bon, mais le joueur n'a pas à faire de la provocation pour justement avoir le fait que le joueur descende sur la pelouse, parce qu'on sait que ça peut arriver très vite, et surtout lui tirer un ballon dans la gueule parce que c'est un fait. Ça, c'est un fait avéré. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand tu parles de racisme à l'OM en parlant de FN, tu as dit, et ça on y reviendra dans une autre question, que quand tu parles de Marseille, tu ne parles pas de l'OM, ne fais pas l'inverse. C'est-à-dire ne parle pas de Marseille qui vote par exemple à 35% FN. Pour autant, non, mais je dis que quand il y a 35% des gens, quand je dis qu'il y a 35% des gens de la ville qui votent Front National, tu ne me feras pas avaler qu'il n'y a pas un seul supporter de l'OM qui soit pas raciste. Moi, je pense pas. Voilà. Moi, franchement, j'y étais pas. Non, mais vous êtes sûr à 100% de tous les supporters de l'OM. Vous êtes très fort. Je suis pas sûr à 100% de ce qui m'étonne, Pierre, ce qui m'étonne, Pierre, c'est qu'au sujet de l'affaire Evra, tu as quand même un journaliste comme Mathieu Grégoire, qui est quand même quelqu'un d'objectif, qui suit l'OM, mais qui n'hésite pas à défoncer l'OM quand il juge que c'est opportun, qui a dit à plusieurs reprises, qui a écrit à plusieurs reprises, et contrairement à ce que toi tu as dit, que personne n'avait entendu cette histoire-là. Il n'y a que toi qui a eu cet écho-là. Maintenant, je veux bien croire que c'est un employé qui te l'a dit. Le problème, c'est qu'évidemment, et ça je vais anticiper, si on te demande quel employé, évidemment, tu vas te retrancher, et c'est logique, tu vas dire, je ne peux pas dire parce que, mais le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, et avec tout le respect que j'ai pour les interlocuteurs et toi, entre autres, mais c'est facile de dire ça, en fait, c'est facile de lancer sur la place publique un nom qui m'a dit que... C'est quoi mon intérêt? Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça changerait à mon propos? Qu'est-ce que ça changerait à mon propos si j'avais pas dit qu'il avait été traité de singe, j'avais juste dit qu'il a traité sa mère de pute et il a insulté sa famille? Qu'est-ce que ça changerait au fond du problème? Rien. Moi, dans tous les cas, je trouve que
Le timing Je était trouve, un peu- je pense, si tu veux, qu'il y a beaucoup de gens qui ont sauté à pieds joints sur cette occasion, à la fois pour faire diversion et pour me fracasser. J'ai lu l'interview du président Hérault à ce sujet. Je lui ai envoyé un long SMS pour lui expliquer ma position, auquel il m'a répondu avec beaucoup de courtoisie. Je m'entends très bien avec cet homme d'ailleurs. Voilà, maintenant, c'est sûr que le mec qui a dit ça, il n'est pas allé s'en vanter auprès de ses potes. Et voilà, quoi. Mais à un moment donné, basta, quoi. J'ai une question, Pierre, parce que par rapport aux faits et à la déclaration, tu as eu 3 jours en fin de compte. Est-ce que finalement, pendant ces 3 jours-là, tu n'as pas eu une réflexion en te disant qu'est-ce que ça va apporter finalement de mettre ce détail-là si finalement ramasser une volée de bois vert, parce que tu aurais été le seul à te la prendre, cette volée de bois vert. Et du coup, Oui, alors déjà, si tu veux, la volée de bois vert avec l'OM, j'ai l'habitude. Et puis, je l'ai cherches aussi appris. un petit peu, si je peux me permettre. Hein? Tu le cherches aussi un petit peu par ton comportement sur les réseaux sociaux, C'est-à-dire? de te prendre des volées de bois vert par les supporters marseillais. Non, mais je te demande, c'est-à-dire? Bah, par exemple, je vais prendre C'est-à-dire, l'exemple. bah, écoute, quand il y a 2 cas. Bon, maintenant, je comprends que. Alors, je vais t'expliquer. Moi, je suis l'ambassadeur des milliers de supporters de l'OM que tu as bloqués ces derniers mois sur Twitter. Mais maintenant, voilà, c'est pas un problème. Tu as tes raisons. Je ne t'ai jamais insulté, je tiens à le dire quand même. Maintenant, voilà, tu provoques quand même quand tu utilises tes mots, et tu es loin d'être bête. Tu utilises quand même des mots qui sont, à mon sens, expressément sont utilisés pour piquer au vif. Quand tu dis que Marseille c'est sale, par exemple, excuse-moi, mais Marseille, je ne sais pas si tu es déjà venu en Belgique, viens à Bruxelles, on va se balader à Bruxelles, tu vas voir que Bruxelles c'est 100 fois plus dégueulasse que Marseille. Paris, à mon avis, c'est pas beaucoup plus propre que Marseille. Mais voilà, le problème, c'est ça, c'est qu'il y a une certaine inimitié que tu entretiens avec l'OM, et c'est bien dommage. Alors, je vais te répondre sur cette histoire de machin. D'abord, c'était une discussion en privé avec un supporter de l'OM que je followais. Et qui s'est mis à tenir des propos délirants à mon égard et à m'insulter. Donc mes mots ont peut-être dépassé ma pensée, d'autant plus que c'était une conversation privée. Et je lui ai dit qu'à l'époque où j'allais à Marseille, je trouvais cette ville sale. Alors c'est vrai qu'au moment où j'y étais, il y avait la grève des éboueurs, et que donc, si vous habitez à Marseille, vous êtes bien placé pour savoir dans quel état se retrouve cette ville quand il y a une grève des éboueurs. En même temps, ça fait 54 ans que j'habite à Paris ou en région parisienne. J'ai jamais vu de rats dans les rues. Pourtant, au pied de la Tour Eiffel, on peut le voir qu'il y a. Pourtant, il y en a un. Oui, non, mais peut-être qu'il y en a. Il y en a sûrement, puisque la Seine est à côté, donc la Seine véhicule des rats. Maintenant, je note, Pierre, que tu as quand même dit dans ton explication que tes mots avaient peut-être dépassé ta pensée. Ça, j'en prends acte et j'apprécie. D'accord, mais en plus, alors si tu veux, c'est en plus ça que je voulais dire avec l'affaire Evra. Je ne sais pas si vous avez suivi ma passe d'armes avec Élise Lucet dans TPMP, où j'ai dit que j'avais honte de faire le même métier qu'elle. Et où je me suis excusé l'émission d'après en disant que je n'avais pas à dire ça, parce que d'abord, effectivement, je ne faisais pas le même métier qu'elle. J'ai une qualité ou un trait de caractère, c'est que quand j'ai tort, je le reconnais très bien. Si tu veux, dans cette histoire d'Evra, personne, y compris ma source, ne m'a jamais démenti. Donc maintenant, je campe sur ma position. Si un jour Evra parle et dit non, j'ai jamais été victime d'une insulte raciste, eh ben je ferai mon mea culpa à ce moment-là. Mais pour l'instant, rien ne me permet de le faire. Après, et surtout pas la pression populaire. Ça c'est sûr, mais est-ce que tu admets quand même une chose, moi ce que je trouve un petit peu bizarre, c'est le timing de ta déclaration. Ça aurait pu sortir après, ça aurait pu être dit différemment, ça aurait pu être, tu vois, maintenant, de prononcer ça comme ça, comment tu veux après être, entre guillemets, pas respecté, mais comment tu veux ne pas te faire flamber sur place publique, tu vois ce que je veux dire, il y a quand même moi un timing qui me dérange là-dedans, c'est-à-dire. Mais quel timing? C'était l'émission qui suivait le match. C'est l'émission qui suivait le match, mais est-ce que tu avais tous les tenants et tous les aboutissants de tout? Mais j'avais eu ma source dans l'après-midi, voilà. Et ça suffit pour tout de suite balancer le message comme ça. Juste, moi ça me paraît l'après-midi du CFC. Comment? Oui. L'après-midi du CFC. Ouais, l'après-midi du CFC, ouais. Ok. Voilà.
Allô? Donc, Allô, prochaine question. Allô. Ah oui, j'entendais désolé, pas. On avait perdu Juju. Prochaine question. Je vais parler. Alors ça, on nous a beaucoup posé la question. C'est notamment les personnes que tu bloques sur Twitter. Il y a un vrai malaise avec ça. Alors, je peux comprendre que tu bloques les personnes qui notamment sont irrespectueuses. Et par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que moi aussi, ça m'est arrivé. J'ai été bloqué parce qu'on n'est pas d'accord avec toi. Est-ce que tu peux nous expliquer ça Après, c'est une question. Après, c'est. Je suis un être humain. Des fois, il y a un tel flot qu'au bout d'un moment, je mets tout le monde dans le même panier et j'ai tort. Et il m'arrive d'ailleurs souvent d'avoir des gens qui me recontactent en me disant tu m'as bloqué, je ne sais pas pourquoi, et je les débloque toujours. J'en ai d'ailleurs débloqué un d'entre vous que j'ai eu au téléphone cet après-midi. Moi les gars, je ne suis pas parfait. Hein. Je ne suis pas parfait. J'ai été, vous le savez, très secoué dans ma vie ces derniers mois. J'en ai peut-être aujourd'hui une fragilité émotionnelle qui n'était pas une que j'avais avant. Et moi, quand j'entends viens pas à Marseille, on va te crever, rends tes organes, gros porc, ouais, je pète un plomb. Ouais. Je pète un plomb et à un moment donné, je fais des amalgames et dès que je vois un truc Marseille, je vois rouge. Ouais, après, bon. C'est- Il y a aussi Il y a une ça. vraie cassure avec les supporters marseillais. Il y a une vraie cassure, ça se pour un sentir. Vas-y. si je peux me permettre encore une fois d'intervenir, pour un personnage public, puisque c'est ce que tu es, qui vit entre autres, je ne dis pas que c'est ta source de revenus à 100%, mais tu vis par la télé vit aussi par les supporters, notamment les supporters marseillais. C'est peut-être un peu, comment dire, voilà, c'est pas cool d'agir comme ça. Maintenant, je peux comprendre que tu as été chamboulé dans ta vie privée, on le sait tous, ça nous arrive tous dans notre vie d'avoir des soucis. Maintenant, voilà, faire les amalgames, et tu l'as très justement dit, c'est un truc de plus qui est malheureux dans le chef de quelqu'un qui ne bénéficie peut-être pas d'une super aura au niveau marseillais. Je ne dis pas que c'est toujours justifié, mais voilà, tu cultives peut-être cette image et le fait de bloquer comme ça les gens par dizaines, par centaines, j'exagère, mais par dizaines. J'ai rien à cacher, j'ai 2 400 000 followers. Ouais, d'accord, je suis bien d'accord. J'ai bloqué 11 000 personnes depuis que je suis sur Twitter. Ouais, il doit avoir 10 995 Marseillais, quoi. Comment ? Il doit avoir 10 995 Marseillais. Il y en a au moins 50%, oui. À une époque, j'étais très populaire en Corse aussi. Maintenant, Julien, est-ce que je peux faire une dernière parenthèse sur l'affaire Evra et après, promis, j'arrête. Vas-y, après, j'ai 2 questions à poser. Après, il faudra qu'on écoute. J'aurais juste voulu savoir ce que Pierre, parce que il a pas rebondi dessus, mais j'aurais bien voulu savoir la contradiction entre ce que lui dit et ce que Mathieu Grégoire a déclaré, parce que bon, Mathieu est quand même quelqu'un qui... Je sais pas de qui vous parlez, je sais pas qui c'est Mathieu Grégoire. Journaliste à l'équipe. Mathieu Grégoire, c'est un journaliste de l'équipe qui est quand même hyper actif au niveau de l'équipe, au niveau Marseille. Je le connais pas, je lis plus l'équipe depuis que je suis parti. D'accord, ben voilà, c'est quelqu'un qui est très au fait de ce qui se passe, qui était à Guimarães le jour où ça s'est passé, et il a confirmé 5, 10, 15, 100 fois que absolument rien ne s'était passé par rapport à ce que toi tu avais, à ce que ta source avait prétendu. Ce que tu veux que je te dise, on n'a pas la même source, Donc D'accord. Donc tu restes sur tes positions à ce niveau-là. Mais après, si je peux juste rebondir sur ça, enfin, tout à l'heure vous en parlez et on en a beaucoup parlé en général. Ça sert à rien de discuter. Il vous dit qu'il a une source qui lui a dit que Evra, le supporter, l'avait traité de singe. Moi, en aucun cas. Et honnêtement, je connais beaucoup le stade Vélodrome et les supporters qui y sont. En aucun cas, j'assimile cette histoire à... Pour moi, si tu veux, peut-être qu'il lui a dit singe, mais moi, j'assimile ça de la connerie. En aucun cas, je fais le lien avec du racisme, parce que, persuadé, 100%, que pour le coup, les supporters qui vont au stade Vélodrome et donc qui font les déplacements, en aucun cas, c'est des gens qui sont racistes. Alors ça, mais je maintiens et je persiste. Par contre, que tu me dises que c'est possible qu'il ait traité de ça, la source lui dit c'est un joueur apparemment, j'assimile ça de la connerie, fin du débat. Je ne comprends pas, en fait, il ne va pas vous dire que c'est pas vrai. Hein. Enfin, il vous dit que la source n'a pas démenti. Non, moi, ce que je veux juste te dire, c'est que les histoires de sources, voilà, on les vit au quotidien, c'est à un moment donné, c'est un peu pelant qu'il y ait des sources et que on peut pas. Sauf que, excusez-moi, je suis journaliste depuis 33 ans.
Donc, je pense que mes sources sont peut-être un peu plus fiables que les vôtres. Voilà. Ouais. Ah, mais je remets pas du tout en cause ta carrière, hein, je dis juste que voilà. Ouais, c'est voilà. Je vais dommage. passer à la prochaine question. À savoir, bon, c'est une question que je t'en avais parlé un petit peu avant le talk. C'est René Malville qui m'a demandé de te poser une question. Pourquoi tu te permets d'être insultant, c'est ces mots, d'être insultant envers certains supporters et notamment quand tu dis que c'est une que tu penses que c'est une caricature. Mais parce que je pense que c'est une caricature. Je Non. pense que que tu- je pense que tu demandes à un non-marseillais, c'est quoi un Marseillais pour vous? Il va vous décrire René Malville. Moi je pense Ça que veut dire c'est qu'il porte le personnage. Après, je regarde parfois 5 minutes, parfois, hein, parce que je trouve que c'est trop long et que c'est souvent excessif. Je pense que il est dangereux parce que on a l'impression que c'est lui qui dirige le club ou qui voudrait diriger le club. Franchement, je pense que tu fais vraiment fausse route là-dessus. Parce que tu connais pas Mais- la personne en réalité. Mais écoute, je sais pas, moi j'ai fait 4-5 émissions avec lui à chaque Ouais, mais une émission à la de télé, télé, c'est pas pareil. à chaque fois, il a essayé de m'allumer. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien qu'on me dise que c'est un mec super gentil. Moi, je l'ai trouvé ni jamais très gentil, ni très respectueux avec moi, ni ma carrière. Une des dernières fois, on a fait une émission ensemble. C'était avant un Marseille-PSG, où j'avais dit, ce match ne dépend pas de Marseille, mais il dépend du PSG. Si le PSG est bon, Marseille n'aura aucune chance. Et je m'étais fait, mais assassiner avec des grandes phrases, avec mais le corps, le maillot, arrête un peu ton Justement, cinéma. je pense que tu connais pas le personnage pour le coup. Je pense et tu devrais savoir qu'il est vraiment comme ça. Je pense aussi, tu vois, au final, tout ça tourne autour de quoi? Toutes ces questions tournent autour de quoi? Je pense que ce qui te fait le plus défaut, sans te manquer de respect ou quoi que ce soit, c'est ta façon de parler de Marseille en général. Il y a des mots, tu vois ce que je veux dire? Tu peux parler, tu peux critiquer. Mais quand c'est critiquable ou pas. les gars, je vais Mais il y a parler, des je vais mots. pas, je vais pas parler de Marseille différemment de la manière dont je parle aux autres clubs. En ce moment, moi, j'ai une maison à La Baule qui est à 60 km de Nantes, donc j'ai plutôt de très bons rapports avec le FC Nantes. Sauf que cette année, malgré l'apport de Ranieri, je me fais chier comme un rat mort à avoir joué cette équipe qui bétonne, qui a des super résultats. Ça, je reconnais très bien leurs bons résultats, mais avoir joué, c'est une purge. Je le dis, je me fais assassiner par les supporters de Nantes. Assassiner. Non, mais il Mais n'y a pas voilà, que ça. moi, Quand tu dis qu'un match est une purge, c'est une chose. Mais avoue quand même que parfois tu as des mots un peu plus durs envers tout ce qui concerne Marseille. Tu l'as d'ailleurs avoué à demi-mot tout à l'heure, parce que tu as eu certaines griefs peut-être par le passé. Tu as tendance à faire l'amalgame entre plusieurs choses à Marseille. Et c'est bien ça. Je pense que le problème vient essentiellement de là. Moi, je reconnais. Mais attention, moi, je suis pas là pour être populaire auprès des supporters de Marseille. Je suis d'accord avec toi. Je sais Mais il y a quand même une façon d'être insultant. Je sais quelle est ma relation avec le club. Je sais quelle est ma relation avec Rudy Garcia. Je sais qu'il n'y a pas une équipe de Ligue 1, à part Strasbourg, où j'ai plus de copains qu'à Marseille. Et ça date pas d'hier. Hein. Ça datait de l'époque Drogba, Mamadou Niang, Souley Diawara, mais même à l'époque de 93, avec Abedi Pelé et Sauzé. Tout le monde sait que j'ai promené André Ayou en poussette à côté du Concorde Palm Beach, enfin il s'appelle plus comme ça d'ailleurs l'hôtel, à Marseille. Les gens ne savent pas ma relation avec le club. Alors tu peux avoir des relations avec des joueurs, mais de là à avoir des relations avec le club, c'est différent. À mon sens. Non, c'est pas différent. Non, c'est pas différent. À partir du moment dans un club où je m'entends bien avec le président et je m'entends bien avec l'entraîneur, pour moi j'ai des bonnes relations avec le club. Bon, je m'entends bien avec le speaker aussi, si vous voulez, mais pas avec les supporters. Mais pas avec les supporters, voilà. Mais parce que j'ai peut-être eu un jour le malheur de dire que j'étais abonné au PSG quand j'étais jeune. Excusez-moi, les mecs, je suis né à Paris. Hein. Donc quand j'allais au foot, j'allais au Parc des Princes. Donc je suis devenu logiquement supporter du PSG. En même temps, j'étais abonné de 77 à 82. Vous reconnaîtrez avec moi que ça date un peu. Et qu'en plus, j'allais à tous les matchs avec un Marseillais. Donc, qui habite aujourd'hui à Marseille. Donc, Après... de toute façon, pour les Marseillais, quoi que je fasse, quoi que je dise, je suis un suceur du Qatar. Grand bien leur passe.
j'ai la chance d'avoir des supporters de l'OM avec qui j'ai des rapports qui sont peut-être un petit peu plus ouverts d'esprit que d'autres, mais voilà, ça m'empêche pas de dormir. Aujourd'hui, j'avais envie de m'exprimer avec vous, mais ça ne changera pas ma manière de m'exprimer sur le club. J'ai une question, Pierre. Est-ce que derrière ton finira là-dessus. costume de journaliste, tu as quand même au fond un cœur de supporter? Non, plus du tout. Non, Et plus quand... du tout. Parce que je vais te dire, pour te dégoûter du PSG, il y a un truc radical, c'est de les suivre au quotidien, comme ça m'est arrivé pendant 3 ans avec l'équipe, comme ça m'est arrivé pendant 1 an avec l'OM, parce que c'est moi qui suivais l'OM l'année où ils ont été deuxième du championnat avec Dugarry, Pires, Laurent Blanc et Roland Courbis. Suivre le PSG, c'est le pire des cauchemars pour un journaliste. Il y a une merde par jour. On est au camp des loges, t'es au feu de Dieu, t'es derrière des barrières, t'as pas un café, t'es mal accueilli. Bon, aujourd'hui, c'est encore très différent puisqu'il n'y a plus que des conférences. Donc, pour te dégoûter du PSG, il faut les suivre. Et puis, moi, mon PSG, c'est celui de Carlos Bianchi, c'est celui de Safet Suzik, c'est pas celui des Qataris. Moi, j'apprécie à sa juste valeur que les Qataris me permettent de voir 38 fois par an Thiago Silva, Verratti, Ibrahimovic, Cavani, Neymar ou Mbappé. Maintenant, ça me fait ni chaud ni froid. Maintenant, on peut pas m'empêcher de dire que depuis 5 ans et demi, ils ont fait 4 fois champion, 1 fois deuxième, 3 quarts de finale de Ligue des Champions, et que là, ils ont 11 points d'avance. Donc forcément, mathématiquement, ils gagnent plus de matchs qu'ils n'en perdent. Et ils font plus de bons matchs que de mauvais. Par rapport à ta présence sur Twitter, est-ce que tu y es en tant que journaliste ou en tant que passionné de football? Parce que le hic aussi, par rapport au blocage, peut aussi venir de ça. Tu es peut-être sur un réseau social plus en tant qu'amoureux du ballon que journaliste. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui t'échappe ou... Moi, j'ai du mal avec les supporters extrémistes, quel que soit leur club. Moi, tous les supporters qui essayent de m'expliquer que les fumigènes, c'est formidable et que c'est ça qui fait le côté festif des clubs, je ne suis pas d'accord. Les fumigènes, ça fait de la fumée, c'est dangereux, ça pue. Moi, je suis contre les fumigènes. Il n'y a pas de fumigènes en Angleterre, il y a de très bonne ambiance au stade. J'ai du mal avec les clubs où on a l'impression que c'est les supporters qui dirigent. C'est le cas de Marseille, de Saint-Étienne, de Lens, un peu de Nantes aussi. Voilà, j'ai du mal avec ça. Et pourtant, je suis en discussion avec la Ligue pour faire des réunions avec les supporters, parce que moi, d'un autre côté, c'est peut-être ce qu'il y a de peu de contradictoire, j'en ai marre qu'il y ait des supporters qui soient interdits de déplacement, j'en ai marre que les supporters n'aient pas la liberté d'aller sur tous les stades. Maintenant, c'est évidemment, à chaque fois qu'ils se déplacent, il y a des bagarres. Il ne faut pas s'étonner que les pouvoirs publics prennent des mesures de rétorsion, quoi. Et à l'époque de Jean-Pierre Raffarin qui parlait de centralisation, est-ce que tu as quand même cette sensation que médiatiquement... À l'époque de Jean-Pierre Raffarin, de Quasimodo, qui parlait beaucoup de centralisation, donc tout sur Paris. Et donc, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au football, à la Ligue 1, tu as quand même l'impression qu'il y a une centralisation des médias sur la réussite du PSG, que du coup, Marseille est aussi un peu entretenu comme rival historique qu'il faut absolument maintenir il faut un ennemi à Paris, donc Marseille est quand même tout désigné quelque part. Est-ce que pour toi, tu reconnais qu'il y a une centralisation? Alors, je vais faire une réponse que je fais souvent. Vous n'imaginez pas à quel point les Parisiens s'en foutent des Marseillais. Évidemment, je te parle pas des bourgeois quelque part. Ça tombe bien, on s'en fout aussi. Je te parle pas. Non, Nadjet, vous vous en foutez pas, vous ne parlez que personnellement, je m'en fous. Sur ça, Pierre, je suis pas d'accord avec toi, parce que quand tu as vu comment tous les supporters du PSG et compagnie, et tu le sais parce que tu étais sur le plateau du CFC, ont explosé de joie lorsque Cavani a égalisé, tu peux pas dire que les supporters de Paris s'en foutent. C'est absolument pas le cas. Non, mais tu m'as pas laissé finir. Je t'ai dit, à part les supporters du PSG, je suis désolé, les studios du Canal Football Club, comme tous les studios de toutes les chaînes nationales de France, ils sont à Paris. Donc il est évident que quand il y a le PSG qui joue, effectivement, une grande partie du public est pour Paris. On va pas dire aux gens, restez gentiment sur votre chaise. Ils sont supporters de Paris, Alors, à côté de ça, j'avoue que j'ai vécu au CFC des classicos où le public était un petit peu plus disparate que lors
que lors du dernier. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, des gens avec un maillot de l'OM dans les rues de Paris, j'en vois presque tous les jours. Moi, j'ai vu dans ma vie, en allant à Marseille, un mec avec un black, avec un maillot du PSG sur le Vieux-Port. Je peux te dire, ça m'a tellement choqué que je l'ai pris en photo. Alors, même si je sais qu'aujourd'hui, il y a plus de maillots du PSG qui se vendent à Marseille qu'avant, mais bon, en même temps, ils n'achètent pas le maillot de PSG, ils achètent le maillot de Neymar. C'est encore autre chose. Mais mis à part vraiment les irréductibles supporters, à Paris, on ne parle jamais de Marseille. Tu sais, c'est un petit peu. Je parlais surtout des médias, moi, pas trop comment les. Oui, mais les médias. Enfin, bon, si tu veux, il y a un régionalisme puisque les médias sont centralisés sur Paris. Si je fais un bilan du plateau du CFC, par exemple, Hervé Matou, il est pour Clermont-Ferrand. Dominique Armand, il est pour Toulouse. Habib Bey, il est pour Marseille. Moi, admettons que je sois pour Paris, pour vous faire plaisir. Voilà, il n'y a pas de disparité à ce niveau-là. Mais quand Marseille a fait 2-2 contre Paris au Vélodrome, j'ai quand même dit toute l'émission après le match que Marseille méritait de l'emporter. Hein. Oui, ça c'est bien. Mais ouais, dans le fond, tu pourras jamais manière camoufler cette sympathie, on va pas employer le terme sympathie, que tu as un petit peu pour Paris parce que c'est l'enfance et tout ça. À partir du moment que tu l'avoues, déjà, c'est quand même un pas pour beaucoup de monde. Oui, enfin, aujourd'hui, c'est pas une sympathie. Excusez-moi de me régaler quand je vois jouer Mbappé et Neymar. C'est à un moment donné, si tu veux, quand je me tape Saint-Étienne-Toulouse, Montpellier-Monaco, 3 Bordeaux, et que 5 jours avant j'ai eu le PSG en mettre 6 à Rennes, bah, j'ai pris plus de plaisir, j'ai passé une meilleure soirée à regarder le PSG. Et puis il y a aussi un truc qu'il faut voir, quand tu es journaliste à Canal, les meilleures audiences, c'est le PSG. Oui, c'est une évidence. Je vais juste vous couper là-dedans parce qu'on a beaucoup dépassé, excusez-moi, le temps. On devait finir il y a au moins un quart d'heure, une demi-heure. Donc juste pour finir, une dernière question parce qu'on nous la réclame beaucoup sur le chat. Quid de Lyon, c'est-à-dire que Lyon, il y a eu l'histoire de la banane derrière le but. Alors certains disent que c'est à tous les matchs. Moi je pense que c'est encore plus grave que ce soit à tous les matchs pour le coup. Mais surtout, quid du problème qu'ils ont invité un club ultra espagnol. Et ça, personne n'en a parlé, et du coup, nous, même s'il n'y a pas eu de débordement, un club qui a été supprimé par le Real pour racisme et xénophobie. Des évidences font moins le buzz et moins de bruit que le coup de Patrice Evra. Oui, mais parce qu'il s'est rien passé. Je veux dire, c'est que on a su supporter. Il y a une présence et il y a un silence avec cette présence. Non, mais si tu veux, moi j'ai su que ces supporters étaient présents 3 ou 4 jours après le match. Ça ne sert pas à grand-chose d'en parler, vu qu'en plus il y a eu 0 incident. Quant au tweet sur la banane, j'ai été averti sur Twitter par un supporter de l'OM. J'ai trouvé ça absolument scandaleux et je l'ai immédiatement retweeté. Sauf que quelques minutes plus tard, j'ai reçu plusieurs tweets en me disant que cette banane n'était absolument pas destinée à Mandanda, mais qu'elle était présente à tous les matchs et que c'était un signe de ralliement entre les supporters. Plus grave, je pense. Bah, celui qui croit ça, c'est quand même assez cocasse. C'est parce que c'est toi qui associe un fruit au noir sans discernement. Après, moi, connaissant le passif de certains supporters lyonnais, c'est et la présence des ultras sûrs, Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, c'est. Mais je pense que c'est. Renseigne-toi sur les bâches. Je pense que c'est scandaleux, mais de toute façon, on sait très bien qu'il y a un problème. On sait très bien qu'il y a un problème avec une frange des supporters de Lyon et l'extrême droite. Merci de le dire. Comme ça a été le cas à une époque avec le PSG. Et avec le PSG, on a vu comment ça a fini. Ça a fini qu'un mec s'est fait massacrer et qu'il est mort dans un match où il n'y avait même pas de supporters de l'équipe adverse. Et que derrière, il y a eu le plan Le Proux, où effectivement, les abonnements ont été disséminés dans le stade. Il y a eu de nombreuses interdictions de stade, et que le problème, aujourd'hui, il est réglé, puisque les ultras sont de retour au PSG, mais qui sont mieux encadrés, qui se tiennent mieux, et qu'il y a de nouveau une bonne ambiance au parc. En tout cas, je suis content que tu le reconnaisses vis-à-vis de Lyon, et c'est bien, enfin un journaliste qui l'aura dit. Ok, ben en tout cas... mais moi, si tu veux, si un jour il y a un vrai incident avec ça,
D'ailleurs, j'avais dénoncé la banderole sexiste à Lyon là sur retourner faire la vaisselle. À juste Ou je titre. sais plus ça. Voilà, à juste titre. Je suis pas obtus. J'ai jamais mis les pieds au nouveau stade de Lyon, sauf pour faire une interview de Jean-Michel Aulas quand le stade n'était pas encore tout à fait fini. Mais j'ai jamais vu un match à Lyon. Si un jour je vois des choses qui me déplaisent à Lyon, vous inquiétez pas, je le dirai. Hein. Ok, On ben l'espère. moi, je pense qu'on va clôturer là-dessus. Normalement, il y aurait dû avoir une partie questions-réponses, mais j'ai un petit souci personnel, je suis obligé de conclure là-dessus. Donc, merci de nous avoir suivis pour ce talk-là. Merci à Najat et Pierre d'être venus dans le talk. Et nous, on se retrouve très prochainement, donc lundi prochain, pour le prochain Talk to M Talk Show. Et le replay sera disponible sur YouTube. Bonne soirée à tous. Salut. Ciao. Bonne soirée, allez l'OM.